Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Et donc, je vais passer la parole à Pierre Aristouille pour quelques mots d'accueil. Donc, nous sommes, je pense que les gens vont nous rejoindre en cours, mais on va essayer de respecter le timing. Pierre, à vous. Bonjour à tous, effectivement ravi de vous accueillir pour ce troisième webinaire d'assistance au projet de vie, pouvoir d'agir, autodétermination et systémique qu'on est très heureux d'organiser. Alors petit rappel et peut-être un peu redondant pour ceux qui ont suivi les premiers webinaires, mais on est là dans le cadre du contexte de l'appui ressources confié par l'ARS Nouvelle-Aquitaine au déploiement d'une expérimentation d'un nouveau métier à laquelle on a eu la chance de participer, porté par Nexem depuis 5 ans maintenant, avec d'autres acteurs associatifs comme Trisomie 21 Alpes-Maritimes, comme l'ADAPI du Var et comme les Papillons Blancs. Construction d'un métier qui a été accompagné notamment au niveau scientifique par le laboratoire Acté et Monsieur Thomaset, que nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui. Ce nouveau métier, on en a beaucoup parlé aujourd'hui dans l'actualité. Il fait l'objet d'une innovation de rupture, un peu de la manière de concevoir différemment l'approche vis-à-vis des personnes et des familles en situation de handicap, avec une volonté première, c'est de leur donner leurs ressources pour pour leur permettre par elles-mêmes de définir leur projet et de définir leur parcours un peu de manière indépendante de l'offre et avec un objectif justement, c'est que l'offre puisse se réadapter, se transformer au regard de ces nouvelles demandes formulées par les personnes et les familles, avec du coup un objectif vraiment qu'elles puissent pleinement exercer leurs droits et leur citoyenneté. La particularité de ce déploiement, c'est qu'il est pensé d'abord d'une petite expérimentation qui a permis de construire les fondamentaux du métier, et puis qui a été annoncé lors du comité interministériel du handicap en juillet dernier comme devant se généraliser. Dans ce contexte, la RS Nouvelle-Aquitaine, qui a été longtemps porteur d'une volonté proactive d'accompagner la transformation de l'offre, avait anticipé ce déploiement, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 11 dispositifs sur 11 départements portés par 17 organismes gestionnaires qui co-construisent l'émergence de ce nouveau métier, donc quasiment sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis on attend maintenant les éléments d'un déploiement national plus important. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que compte tenu de la spécificité de ce nouveau métier, du changement de paradigme qu'il induit, comme je l'ai dit précédemment, et puis de l'expérience qu'on a eue déjà de l'essaimage et puis du déploiement à une autre échelle d'expérimentation innovante, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a souhaité qu'on puisse et nous a fait l'honneur de nous solliciter pour qu'on puisse accompagner ce déploiement dans une logique d'appui ressources, c'est-à-dire dans une logique d'essayer de donner un maximum de ressources aux organismes gestionnaires pour qu'ils puissent par eux-mêmes porter au mieux ce dispositif dans les fondamentaux tels qu'ils ont été construits. Nous avons aussi bel honneur aujourd'hui d'avoir une maman, Madame Harry, qui pourra témoigner, accompagnée justement de Patricia Ménard, assistant au parcours de vie, et puis le CPSI, Centre de preuve Société Inclusive, avec nous avons l'honneur d'avoir Eric Piriou qui du coup lui aussi, dans le cadre de ses missions au CPSI, est missionné par la RS Nouvelle-Aquitaine pour accompagner plus largement l'émergence d'une société inclusive à partir des données probantes qu'on connaît au niveau international. Donc, encore une fois, très content, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Alors, petite particularité, petite nouveauté sur ce troisième webinaire. Alors, Marie vous le précisera, mais vous pouvez voir les deux précédents qui seront disponibles en vidéo sur notre chaîne YouTube. Pour celui-ci et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre les deux premiers, et si vous avez des questions fondamentales sur l'émergence du métier et puis ses fondamentaux, il y aura une petite foire aux questions, c'est comme ça qu'on l'a nommé, je crois, Marie, qui sera diffusée sur le chat et qui vous permettra d'avoir des réponses aux questions
classiques qu'on a l'habitude de nous prendre, de nous poser sur ce nouveau métier. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite à tous un très bon webinaire et puis je vous dis à très bientôt. Merci Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour ce 3e webinaire de l'APV Appui Ressources. On est 50 personnes connectées ce soir. On est ravis, on voit qu'il y a des personnes qui sont là depuis le début de ce cycle de webinaires qui en comprend 4. Le dernier aura lieu le 16 novembre. Pour ce soir, comme d'habitude, le chat, je vois, est déjà bien actif. Donc, c'est vraiment un endroit où on vient se saluer, se dire bonjour et éventuellement demander des précisions. Mais les questions sont majoritairement dans l'onglet questions. Que vous pouvez voir sur votre droite. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez participer à ce webinaire, échanger avec nous via cet onglet-là, puisque on est sous un format où le public, les participants ne peuvent pas prendre la parole. En revanche, peuvent poser toutes les questions et on essaye au maximum d'y répondre, soit en direct, en vous transmettant des réponses et des documents, des liens vers des documents, comme Pierre l'a expliqué, soit en reprenant ces questions et en les mettant au débat entre les différents intervenantes et intervenants de chaque webinaire. Voilà. On est un peu en avance sur le timing, donc c'est parfait. Ça laissera encore plus de temps pour vos questions. Donc n'hésitez vraiment pas à en parler. Pour nous, quand on a compris, quand on a monté le contenu de ces webinaires dans le cadre de l'APV Appui Ressources, c'était vraiment de pouvoir donner des premiers éléments de compréhension et de sensibilisation autour de l'assistance au projet de vie APV, en parlant de différentes manières avec différentes thématiques. Donc peut-être que ça n'ira pas aussi loin que vous imaginez. Peut-être que vous aurez envie de rencontrer les dispositifs APV sur les départements où vous êtes. En tout cas, pour la Nouvelle-Aquitaine, on pourra vous donner les coordonnées également. Mais l'idée, c'était vraiment, dans un premier temps, de travailler sur les fondamentaux. C'était le premier webinaire du 15 juin. Ensuite, le 21 septembre, c'était de parler de coopération et de partenariat. C'est quoi la plus-value du métier d'APV par rapport à d'autres métiers? Et puis, finalement, quels sont les partenaires, non pas de l'APPV, de l'assistant au projet au parcours de vie, mais plutôt de la famille, les partenaires de la famille. On est en direct, hein, vous entendez, vous me voyez toute seule, mais j'ai une petite équipe technique autour de moi, donc vous les avez peut-être entendu parler. Vous les verrez à la fin. Et le 3e webinaire d'aujourd'hui, donc 12 octobre, sur pouvoir d'agir, autodétermination et systémique, comme le disait Pierre. Ce webinaire, il est animé par Jean-Paul Champeau, comme l'ensemble des webinaires de ce cycle. Jean-Paul Champeau, il est notamment cofondateur de l'ASTI, l'association scientifique et technique pour l'école inclusive. Il a plein d'autres casquettes et je le laisserai en rajouter s'il le souhaite. En tout cas, comme chaque soir, il va passer la parole aux intervenants et les faire leur proposer vos questions et puis les faire interagir entre eux sur les thématiques. Voilà, on est passé à quasiment 60 personnes en quelques minutes. C'est top. Jean-Paul, c'est à vous. Merci beaucoup, mais vous avez tous fait, Pierre et vous avez fait le travail, donc j'ai plus rien à dire. Donc, sur le contenu de ce webinaire, bon, comme vous l'avez pu en prendre connaissance, on va essayer d'éclaircir les notions d'autodétermination et de développement du pouvoir d'agir dont on parle beaucoup en ce moment. On va essayer de les éclaircir, donc du point de vue des concepts avec Éric Périou, donc du centre de preuve Société Inclusive. Puis on va essayer aussi de les éclaircir du point de vue de la pratique, avec l'intervention de Madame Marie et de Patricia Ménard, donc qui est APV, c'est-à-dire comment ça se passe en pratique, quel est le rôle de l'APV, dans cette dynamique et dans ces processus. Et puis en fait, on va regarder si ça fonctionne, puisque Serge Thomaset a travaillé sur les impacts
de la présence de l'APV sur le développement du pouvoir d'agir des familles. Voilà, donc pour faire court, et puis on va pas, je vais pas continuer à parler, et je vais laisser la parole tout de suite à Eric Pierriou, donc du Centre de preuve pour une société inclusive. S'il veut la prendre, bien sûr. Oui, voilà. Je me demandais si j'avais quelque chose à faire, mais apparemment, il y a une équipe technique qui rend les choses pour l'utilisateur quasi automatique. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à la fois à l'équipe de Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine et de toute l'équipe technique qui est autour de nous faire une place dans ce webinaire. Je vous remercie de votre compréhension et de votre bienveillance parce que c'est pas un exercice auquel les uns et les autres on est forcément très habitués. En tout cas, moi, pas trop. Le Zoom n'est pas trop ma tasse de thé. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible et n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous avec des questions précises. Je vais m'appuyer dans la présentation sur un tout petit PowerPoint. Je ne vais pas tout projeter, hein, on n'a pas le temps, mais ce PowerPoint sera à disposition après via l'équipe de Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine qui pourra vous le diffuser évidemment sans problème. Je présente les excuses également de Daniel Boisvert qui fait partie de l'équipe du CPSI mais qui est présentement dans un avion entre Paris et Montréal, alors qu'il aurait aimé être là. C'est un des spécialistes de l'autodétermination. Il aurait été beaucoup plus aguerri que moi pour pouvoir vous présenter tout ça, mais malheureusement, son emploi du temps ne l'a pas permis. Alors, on a comme projet ambitieux, en quelques minutes, de mettre quelques idées sur la table en lien avec l'autodétermination. On va très rapidement également faire le lien entre cette autodétermination et le développement du pouvoir d'agir et voir comment l'APV peut faire partie de cet écosystème qui vient soutenir l'autodétermination. Alors on va partir du PowerPoint que je vais voir apparaître sous les yeux. Voilà, et l'équipe de Charme et de Choc m'a expliqué si j'ai bien compris comment faire. Voilà. Donc, juste de se dire que l'autodétermination, c'est quelque chose qui date. C'est un sujet qui est d'actualité, notamment dans les situations liées avec les personnes qui présentent des fonctionnalités atypiques au niveau cognitif ou psychique ou physique. Mais ça fait, vous voyez, si vous regardez un petit peu le calendrier, ça fait plus de 350 ans qu'on a vu apparaître ce mot sur l'autodétermination, qui vient un petit peu nous dire que c'est finalement toute une histoire humaine qui se décline dans le temps et dont on voit qu'elle prend des aspects et des points d'accroche différents à travers les différentes époques. Et on va regarder ensemble, si vous voulez bien, un petit peu autour de 3-4 questions cibles. C'est pour qui l'autodétermination, c'est quoi au juste, comment ça fonctionne, et puis qu'est-ce qu'on peut faire en termes de liens, et notamment dans le métier d'APV, pour pouvoir soutenir cette autodétermination. Donc oui, c'est quelque chose qui date, qui est en fait quelque chose qui vient nous rappeler qu'il y aurait là une tentation normale et naturelle pour s'autodéterminer au lieu d'être hétérodéterminé. Et on s'aperçoit que lorsqu'on regarde à travers le temps depuis ces 350 ans, mais en fait, les gens se sont saisis de cette question d'autodétermination. D'abord, c'était des peuples qui se sont saisis de vouloir se déterminer eux-mêmes et ne pas être déterminés par un roi ou un dictateur, il y en a encore en ce temps. Puis après, il y a des catégories qui se sont saisies à l'intérieur d'une même population en disant que peut-être ce n'est pas parce que je suis né d'un genre ou d'un autre que je suis déterminé à être d'une façon ou d'une autre, donc je prétends être autodéterminé. Et puis depuis les années 90, donc on est à la fin du siècle dernier, cette question a rejoint aussi l'individu. C'était d'abord des peuples, puis après des catégories à l'intérieur de ces peuples, et puis ensuite l'individu. Chacun des individus, on peut peut-être imaginer que on est moins déterminé aujourd'hui par son appartenance sociale, on est moins déterminé par être le fils ou la fille d'eux, on est moins déterminé par une empreinte religieuse ou par une empreinte ethnique. Donc l'individu est invité lui-même à déterminer ce qu'il souhaite faire sur sa vie, quels sont les points d'importance pour lui. Et cette question-là, elle est à jour au niveau de la population générale en termes d'individus depuis les années, dans beaucoup de démocraties depuis les années 50-60. Et on s'aperçoit que, comme beaucoup de choses, il faut quelques années
en l'occurrence ici un peu plus de 30 ans, pour que les personnes qui présentent une particularité atypique, cognitive ou autre, eh bien finalement accèdent à la même revendication tout à fait légitime. Donc pour cette question, c'est pour qui? Eh bien tout simplement, on voit que c'est pour tout le monde, parce qu'une des personnes qui a beaucoup écrit à l'origine sur l'autodétermination telle qu'on l'utilise aujourd'hui, c'est Dicey et Ryan, qui insiste sur le fait que l'autodétermination, elle est innée. C'est une propension naturelle de l'être humain à progresser et à définir pour lui-même ce qui est bon pour lui. Pas forcément pour les années qui viennent, ça peut être juste pour la journée qui vient, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? L'être humain a cette propension à définir lui-même, à choisir lui-même ce qu'il sent bon pour lui. Et donc, si c'est inné, on ne peut exclure personne. On ne peut pas dire que ce serait bon pour certaines personnes, puis pas pour d'autres personnes. Ça, c'est dans le concept. Maintenant, dans la réalité, évidemment, ça ne nous échappe pas que pour soi-même et pour l'autrui, il y a toujours une petite différence. Pour soi-même, on reconnaît la valeur de certaines choses, et pour autrui, peut-être parfois, on la met un petit peu en décalage, et c'est ce qui peut se passer éventuellement pour des personnes présentant des atypismes. Peut-être parfois, on aurait tendance à penser que peut-être pas pour eux. L'autodétermination, oui, mais peut-être pas pour eux, ou pas tout à fait pareil, ou pas de la même façon. Donc on va voir dans la suite rapidement que en fait, c'est une question de développement de méthode, de soutien stratégique, mais le fait de reconnaître que tout individu, être humain, est ouvert à pouvoir s'autodéterminer, ça concerne absolument tout le monde. Après, peut-être se dire, alors c'est quoi au juste l'autodétermination, de quoi on parle? Assez souvent quand on discute, on approche l'idée en disant, ce serait comme le droit de dire ce que je veux pour moi-même, ou le droit à l'expression. Or, évidemment, il y a de ça dans l'autodétermination, il y a évidemment la capacité à exprimer, mais alors on pourrait se dire, alors les personnes qui ne peuvent pas exprimer des choses, ne pourraient-elles pas accéder à l'autodétermination? Il faut une définition plus large. Et là, c'est un auteur majeur qui vraiment en a fait tout un objet, un sujet de recherche qu'il alimente depuis des années. C'est Michael Wiemeyer, qui est de l'Université du Texas, si je ne me trompe pas, qui depuis les années 2000, avec toute son équipe, travaille très fort sur cette idée d'autodétermination et qui propose des définitions dont vous l'avez là sur le PowerPoint, dans la ligne du milieu. En fait, il y a bien à voir avec l'action, et l'action, ça peut être faire ou dire ou faire faire. C'est l'action volontaire qui permet à quelqu'un d'agir en tant qu'agent causal principal dans la conduite de sa vie, sans influence indue. Et on va garder ça à l'esprit, c'est-à-dire que l'autodétermination a à voir avec la réalité de la vie. Ce n'est pas qu'un concept, ce n'est pas une philosophie, c'est une pratique. Il s'agit d'agir, et il s'agit qu'au moment où je pose un acte, où je fais poser un acte en mon nom, eh bien je le fais vers quelque chose que j'ai choisi, et sans être influence indue, que cette influence soit externe ou que cette influence soit interne, puisqu'on peut très bien arriver de temps en temps à intérioriser des influences, mais qui ne sont pas exactement ce qu'on veut. Donc, c'est une action que je mène, que je fais mener, et qui va procurer une recherche de satisfaction sur ce qui est bon pour moi, sans être influencé ni par l'extérieur, ni par de l'intériorisation de l'extérieur, comme pourrait l'être des culpabilités ou des choses de cet ordre-là. Wiemeyer propose en fait de dire, si c'est quelque chose d'inné, c'était un besoin inné, si ça fait partie, on pourrait reprendre la pyramide de Maslow que vous connaissez beaucoup, si on prend cette pyramide, vous voyez qu'en haut, il y a l'estime de soi et la réalisation de soi. Maslow nous dit que ce sont bien des besoins fondamentaux. Même s'il les classe dans l'ordre d'apparition, il ne prétend pas que la réalisation serait moins fondamentale que la survie ou que l'estime de soi serait moins fondamentale que la sécurité. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que dans l'ordre d'apparition, il y a une certaine chronologie, mais qu'ils sont tous fondamentaux. Et donc, si on part de cette idée-là, Wiemeyer dit bien alors, si l'autodétermination est un besoin inné, fondamental de l'être humain. Dès lors qu'on reconnaît à quelqu'un qu'il est un être humain, alors on reconnaît dans le même mouvement qu'il va avoir une propension à essayer de développer son autodétermination. Et ce qu'il propose, c'est que s'il y a cette propension naturelle, un besoin naturel, alors il y a un fonctionnement qui va avec.
Tout comme si vous regardez votre besoin fondamental de respirer, vous avez toute une architecture intérieure qui vous fait fonctionner, qui me fait fonctionner pour pouvoir inspirer, expirer, faire des échanges entre l'air et le son. Donc en fait, il y a un fonctionnement. Et tout le travail de Wim Meyer, qui est toujours en cours, il a travaillé très fort là-dessus, il continue à travailler, c'est passionnant, c'est d'essayer de voir, mais alors, ça fonctionne comment? C'est quoi les composantes du fonctionnement de l'autodétermination qui permet à quelqu'un, finalement, petit à petit, de développer un comportement de plus en plus autodéterminé. Et il nomme 4 choses qui sont intriquées dans une dynamique synergique, 4 choses qui sont séparées dans la perception, mais assez souvent liées dans la réalité. Il nomme l'autonomie, en disant, voilà, l'autonomie fait partie de l'autodétermination. L'autorégulation fait partie de l'autodétermination, l'empowerment psychologique et puis l'autoréalisation. Et si vous le voulez bien, on va prendre quelques minutes pour pouvoir juste regarder très rapidement qu'est-ce qu'il y a derrière cette question d'autonomie, d'autorégulation, d'empowerment et d'autoréalisation dans la tête de Wim Meyer et qui lui permet de dire, voilà des composantes de l'autodétermination. Dans l'autonomie, il y a l'idée, telle que le nom l'indique, c'est de pouvoir faire ou de pouvoir penser, de mener une action, de mener une pensée, et toujours avec le même engrammage, sans influence indue, sans que quelqu'un influence mon action ou sans que quelqu'un influence ma pensée. Et donc on est autour de l'idée de pouvoir aller vers l'essai. Autonomie, c'est autant d'occasions dans lesquelles je vais essayer de faire, essayer de penser. Et dans ces essais, il va y avoir des essais et des erreurs, mais il y a un certain nombre de choses qui vont alimenter l'étape d'après, l'autorégulation, mais qui vont me permettre de pouvoir commencer un démarrage d'indépendance dans mes actions et dans mes pensées, ce qui n'est pas équivalent, on est bien d'accord, indépendant n'est pas équivalent à isolé. Être autonome, c'est pas être isolé. Être autonome, c'est pouvoir... on va prendre un exemple extrêmement simple, mais que vous avez forcément en connaissance. Si je choisis l'heure à laquelle je me lève ou je me couche, ou ce que je mets dans mon assiette, c'est une autonomie. Si quelqu'un d'autre décide pour moi l'heure à laquelle je me lève, je me couche et ce que je mets dans mon assiette, évidemment, je suis moins en autonomie. Donc l'autonomie, c'est pas forcément être isolé. Et puis on se dira aussi qu'une autonomie peut être agie ou peut être déléguée. Lorsque j'appuie sur mon smartphone pour lancer un appel pour appeler Marie Lidé ou Pierre Aristoul, c'est pas que je suis pas autonome, j'ai pas mémorisé leur numéro de téléphone, je suis désolé pour vous, mais j'ai utilisé un outil délégué, j'utilise un téléphone qui me soulage du fait d'avoir à prendre les numéros, mais c'est quand même moi qui décide d'appeler et j'utilise un téléphone qui obéit à ma demande. Je ne suis pas obligé de passer par une personne pour lui demander l'autorisation de bien vouloir appeler un tel ou un tel. Donc on est là sur la question de l'autonomie. Deuxième grande composante, nous propose Meyer et ses collègues, c'est l'autorégulation. Une fois qu'on a essayé, qu'on a fait des choses, alors quand je dis une fois, on est d'accord, c'est une fois puis en même temps. Une fois qu'on a pu faire des choses, penser des choses en autonomie, sans influence extérieure ou intérieure indue, eh bien, c'est l'apprentissage dans lequel je vais apprendre à observer le résultat de ce que j'ai fait ou le résultat de ce que j'ai pensé. J'observe, je me regarde faire et j'évalue le résultat qu'il y a entre ce que j'espérais obtenir, puisque j'ai obtenu, pour pouvoir par la suite ajuster mon action, ajuster mon autonomie pour qu'elle soit au plus proche du résultat que j'espérais obtenir. Cette autorégulation, évidemment, elle va se faire avec une avancée en âge, elle va se faire aussi avec un soutien de notre entourage qui peut nous aider à certains moments à se remémorer de ce que j'ai fait, à se remémorer de en quoi est-ce que j'ai mis des choses en place, à mesurer les résultats que j'ai obtenus, à les comparer à ce que je voulais, et puis à savoir que je suis en capacité d'agir et de moduler sur mon action en régulant cette action-là. La troisième chose, ça va constituer cette fameuse, alors ce mot que j'ai toujours du mal à dire parce que je ne suis pas un bon anglophone, l'empowerment psychologique. Je prie de m'excuser pour mon accent détestable qui va faire crépiter vos ordinateurs. L'empowerment, c'est donc cette capacité qui s'acquiert avec le temps, et on est dans la pyramide de Maslow, vous nous voyez venir, où je construis mon estime de soi et je me dis que finalement, je suis en capacité d'avoir une action sur ma vie, sur mes choix et sur mon entourage. J'acquiers cette capacité à pouvoir agir.
c'est là qu'on va voir le lien avec le pouvoir d'agir. L'autodétermination construite par force d'autonomie, par force d'autorégulation, m'amène à acquérir une certaine consistance et une certaine projection, même si c'est sur juste l'heure qui vient. Hein. Une projection n'est pas forcément à 20 ans, ça peut être à 20 minutes. Et cette projection me donne comme la porte ouverte sur le fait que oui, je peux exprimer des désirs et des envies, je peux mettre des choses en place ou faire mettre des choses en place pour m'en rapprocher au mieux de ce que je crois être bon pour moi. Et je commence à prendre la main sur le pouvoir d'agir. Je peux agir, je suis un agent causal. Évidemment, le pouvoir d'agir, ça va en même temps avec parfois dans un environnement, le fait que cet environnement accepte aussi d'avoir moins de pouvoir indu. Lorsque on progresse en comportement autodéterminé, on revendique le fait de choisir ce qui est bon pour moi et puis d'essayer de le mettre en place ou d'être aidé pour le mettre en place. Mais il va falloir alors que peut-être des gens de l'entourage acceptent de moins avoir de pouvoir sur ma vie et d'en laisser la part à la personne. Ce pouvoir d'agir, cet empowerment, il est dit dans les travaux de Meyer qu'en fait, il y aurait aussi 4 composantes, la participation, le fait de participer aux choses, de participer à la réflexion, le fait de développer ses compétences, le fait de s'apercevoir que je suis plus en mesure de comprendre l'espace, le temps, les relations entre les gens, les choses, les mots, etc. D'avoir de l'estime de soi, donc des strokes positifs qui me disent merci d'avoir essayé, puis c'est beau d'avoir tenté la chose. Et puis une conscience critique, être capable de dire que je suis capable de m'améliorer. Et enfin, le 4e temps nous dit Meyer, c'est quand on arrive à la somme de ces 3 choses qui sont progressives mais conjuguées, à avoir une autoréalisation, c'est-à-dire qu'en fait, j'acquiers une valeur de moi, j'acquiers des connaissances sur moi et sur mon environnement, sur une interaction que je peux avoir, et ça m'aide à contrôler mon quotidien, que j'en sois l'auteur, si je suis en capacité de faire, ou que je sois dans le rôle de pilote pour que d'autres fassent ce que moi je ne suis pas en capacité de faire. Mais je me réalise, c'est-à-dire que je projette des choses en me mettant là dans l'espace et dans le temps un petit peu décalé, en me désirant être ou devenir ceci ou cela. Ces 4 compétences-là, ces 4 sous-compétences, bien évidemment, Meyer va nous dire que les choses s'organisent dans la vie de façon à ce que peut-être petit à petit, chacun d'entre nous, quand on est tout petit, on est sans doute très très peu, voire pas du tout autodéterminé, on est très dépendant d'un certain nombre de déterminants. Et puis petit à petit dans la vie, on va acquérir des expériences, des compétences, des relations, des interactions qui vont nous amener vers l'autodétermination. Mais évidemment, il prend acte et cause qu'il est possible qu'à un moment donné, des gens aient une certaine forme atypique de fonctionnement cognitif ou psychique ou autres raisons qui vont les éloigner du mouvement progressif et habituel d'un comportement qui apprend à s'autodéterminer. Donc bien évidemment, il dit que chacune de ces choses peuvent être isolément à soutenir de manière plus intense dans le parcours d'une vie d'une personne ou d'une autre, parce que peut-être elle est en capacité d'autonomie, mais elle a moins de facilité à être en autorégulation, ou elle a une capacité à l'autorégulation, mais son enveloppe corporelle fait qu'elle a moins de capacité à l'autonomie physique, ou elle a une capacité à l'autorégulation et l'autonomie, mais il lui est plus difficile d'acquérir la belle estime de soi, elle a toujours l'impression qu'elle va rater, donc elle doit être soutenue sur ce point-là. Donc il met comme ça en place un certain nombre de choses en disant, il convient d'aller voir sur quel endroit la personne pour cheminer vers l'autodétermination a besoin d'être intensément soutenue pour développer quelle sous-partie. Et donc, il nous présente de cette façon-là, en fait, un continuum. Il nous dit que finalement, c'est une continuité que peut-être chacun d'entre nous, on est plus ou moins autodéterminé. Je vous souhaite à chacun d'entre vous d'être plus autodéterminé que peut-être il y a 5 ans ou 15 ans ou 20 ans. Et puis je vous souhaite très longue vie et je vous souhaite que dans 5 ou 10 ou 15 ou 20 ou 40 ans, vous soyez encore plus autodéterminé. C'est souvent ce qu'on a la chance d'entendre quand on échange avec des avant nous, vous savez, ceux qui ont vécu la vie avant nous, qui ont plusieurs années d'avance. Il nous montre à quel point, en avançant dans la vie, ils mûrissent des choix, puis ils affirment des choix, des choses d'importance pour lui, un petit peu comme ça, ou pour elle. Et c'est un petit peu ce que nous dit Meyer, c'est que c'est un continuum, ça ne s'arrête pas en chemin, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est tout un travail qui se continue, chacun à son rythme, du moment qu'il est soutenu. Et que c'est interactif, c'est-à-dire qu'il en va de l'individu. C'est des facteurs personnels, il va falloir peut-être développer des capacités, il va falloir
pouvoir rencontrer des situations d'apprentissage, être soutenu dans ces situations d'apprentissage, il va pouvoir être soutenu dans son développement personnel, peut-être revenir sur des croyances qu'on a par rapport à soi-même, mais évidemment, il y a aussi un impact très fort de l'environnement. L'environnement, c'est l'environnement, est-il capacitant ou non capacitant ou incapacitant? Est-ce que l'environnement vient chercher, vient solliciter, vient faciliter l'expression des capacités de la personne ou vient l'empêcher, le freiner? Et c'est toute cette interaction qui est tout à fait intéressante de pouvoir voir comment une personne peut être confortée, soutenue dans le développement de ses capacités et comment, chemin faisant, elle fait savoir et elle fait valoir à l'environnement quels sont ses besoins d'environnement capacité pour révéler sa capacité à faire les choses. Ça peut se développer, évidemment, et puis ça peut se soutenir de manière plus ou moins active, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fonction des situations. Et Field et Hoffman ont fait un modèle partant de Wiemeyer, dans lequel en fait il nous donne des indications sur comment est-ce qu'on progresse sur ces 4 choses-là. Comment est-ce qu'on peut avoir des actions à mener, comment elle peut être soutenue dans ces actions et comment est-ce que l'environnement interagit autour de tout ça. Alors bien sûr, le schéma que vous avez sous les yeux est très très sommaire. On ne peut pas extraire toute une recherche de gens en une page, mais ça vous donne une petite représentation de comment est-ce que d'un côté, vous avez la cible, comme vous voyez en haut, se connaître, rêver, connaître ses forces, etc. Puis à droite, c'est comment est-ce qu'on peut soutenir ça. Ça considère de pouvoir s'accepter, se valoriser, etc. Et ça nous donne comme un chemin de soutien et d'accompagnement qu'on peut faire. Il y a des outils, il y a des programmes qui existent, bien évidemment, construits sur cette idée du respect, de l'autodétermination, puis du soutien, du développement, du pouvoir d'agir. Donc en fait, si on résume, c'est que on est là en train de dire qu'une personne, par le fait même qu'elle soit être humain, a une propension naturelle à s'autodéterminer. Mais que c'est un chemin, c'est un continuum. Et qu'on peut avoir vite fait, par crainte ou par méconnaissance, en fait, de ne pas commencer le chemin de l'autodétermination et d'être peut-être assuré ou se mettre en situation d'être assuré par quelqu'un qui va du coup métérodéterminer, qui va définir pour moi plus ou moins de manière plus active ou plus passive. C'est ce qu'on appelle les influences externes ou internes. Externe, je définis pour toi le cadre, je pense que je sais pour toi ce qui est bon de faire. Ou interne, je rentre dans des phénomènes ou d'impression ou de culpabilisation ou de représentation qui fait que la personne elle-même va s'invalider en disant mais non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Donc tout ça, c'est des choses que je crois pouvoir percevoir dans la mission d'assistant à parcours de vie ou projet de vie, pardon, par le titre même, projet de vie. D'un projet de vie, on est bien dans cheminer vers s'auto-déterminer, déterminer pour soi-même ce qui fait valeur à la vie, ce qui vaut pour moi. Et très probablement que l'assistant au projet de vie est quelqu'un qui va rentrer dans ce dialogue-là avec la personne pour faire valoir et faire savoir sans avoir d'influence indue sur ses choix de personne. Voilà, très rapidement, très sommairement, on m'a demandé de ne pas dépasser 35-40, je suis dedans, je crois, j'espère. Mais encore une fois, je suis très, très embêté pour vous d'y aller aussi rapidement. Et on va peut-être juste garder à l'idée quelques mots-clés que je vous propose, à savoir que plus une personne va être en capacité, merci, ça fait surprenant de se voir, plus une personne est en capacité d'identifier ce qui pour elle vaut, d'essayer dans un environnement où ce qui est valorisé, c'est laisser. Parfois, on surexploite en disant il faut que je réussisse, mais c'est autre chose. On est tous capables de réussir à essayer, et il faut soutenir le fait d'essayer. Ça, c'est les bases de l'autonomie. Quand je suis, après avoir identifié ce que j'ai envie d'essayer, que je peux l'essayer, je suis soutenu dans l'essai, et que je suis soutenu aussi, le cas échéant, pour ajuster. J'ajuste à partir de mon essai ce que j'ai compris de moi-même, de ce que j'ai compris de mon environnement et comment j'ajuste. Et comment par la suite je peux être renforcé dans ces ajustements en disant oui, ça a été une bonne chose de réessayer, d'ajuster. Et puis on enseigne à l'environnement comment est-ce que cet environnement peut lui prendre connaissance des ajustements nécessaires qui lui incombent de faire pour pouvoir permettre à la personne d'essayer à nouveau d'une manière différente. Et bien tout ça, ça vient renforcer et ça vient construire tranquillement cette propension à l'autodétermination. Voilà, je suis dans les temps, j'espère, et j'espère pas avoir été trop confus.
on reviendra vers vous pour les questions. En tout cas, merci pour avoir balayé ces concepts rapidement, ce qui était une gageure. Merci d'avoir tenu. On va passer la parole à Madame Ariane Harry, qui est une maman d'une petite fille, entre autres, hein, une petite fille en situation de handicap et puis d'autres enfants. Elle va nous dire, je suppose, ce qui a amené à rencontrer l'APV, pourquoi elle a fait appel à l'APV, et puis son analyse sur l'action qu'a pu avoir l'APV sur le développement de son pouvoir d'agir ou sur la restauration de son pouvoir d'agir. Je vous laisse la parole, à vous. Et après, on aura une salle de questions. Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, donc j'ai une petite fille, notre aînée Amalia, qui est handicapée. Elle a le syndrome du cri du chat, donc un handicap un petit peu lourd qui fait que dès sa naissance, on a été embarqué, comme beaucoup de parents, je pense, d'enfants handicapés, dans un suivi médical, paramédical extrêmement important, avec beaucoup de séances qui s'enchaînent. Au CAMS, on enchaîne les séances de kiné, de psychomotricité, d'orthophoniste, et on suit les conseils des médecins qui demandent à faire tel ou tel examen. Voilà, on réfléchit pas trop parce que bon, déjà quand on découvre, on atterrit dans le monde du handicap, c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément, donc on essaye de gérer le choc qu'on a eu, voilà, d'apprendre le handicap, de gérer le quotidien avec tout ce qu'il y a à côté, parce qu'on travaille tous les deux avec mon mari, donc c'était une petite organisation à mettre en place, un petit défi. Et c'est vrai que du coup, on a tendance à oublier un petit peu ce pouvoir d'agir, Jean-Paul, comme vous disiez, c'est vraiment, en fait, on se laisse porter, on a l'impression quand même d'avoir toujours cette possibilité de décider, parce qu'on est en lien très étroit avec tous les médecins, avec tous les professionnels qui suivent notre enfant, donc on est quand même acteur de ces décisions-là. Mais on est pris dans le quotidien. On n'a pas de temps pour prendre du recul. Enfin, peut-être qu'on a le temps, mais on oublie qu'on a cette capacité-là en fait. Et c'est vrai que nous, on l'a un petit peu retrouvé, enfin même complètement retrouvé d'ailleurs grâce à l'APV quand on a inscrit Amalia il y a quelques années donc sur la liste d'attente du CESAT trisomie 21. Et où lors du premier rendez-vous, on nous a parlé de l'assistance au parcours de vie en disant voilà, vous êtes sur la liste d'attente, mais vous avez l'assistance au parcours de vie, vous pouvez y faire appel. Donc on connaissait absolument pas. Et c'est là où Patricia est entrée en jeu et a pris rendez-vous avec nous pour nous présenter ce qu'était l'APV et expliquer à quoi ça servait. Et donc lors de ce premier rendez-vous, on a trouvé ça extraordinaire. On s'est dit c'est trop bien, c'est vraiment voilà, on a besoin de quelque chose, on sait qu'on peut faire appel à Patricia. Et en fait, à côté de ça, après ce rendez-vous-là, on s'est retrouvés de nouveau happés par le quotidien. Et en se disant, bon voilà, Amalia était encore petite parce qu'elle était en maternelle, je pense à l'époque, ou à la crèche même peut-être, en maternelle, oui c'est ça, ça devait être petite section de maternelle le matin et crèche l'après-midi. Et c'est vrai qu'on était dans une super crèche, vraiment, crèche exceptionnelle à Bordeaux qui nous portait énormément, qui nous aidait beaucoup au quotidien. L'école, ça roulait, donc c'était un moment où voilà, on avait compris sans trop comprendre ce que Patricia pouvait nous apporter. Et en même temps, comme au quotidien, ça roulait parce que les professionnels, soit on allait aux séances et les professionnels venaient à la crèche ou à l'école, voilà, c'est quelque chose qui roulait. Et en fait, c'est vraiment il y a un an et demi où on a refait appel à Patricia quand on a senti que la situation devenait très compliquée. Et c'est un soir où on s'est regardé avec mon mari en disant mais là en fait on est complètement perdu, on sait plus du tout quoi faire, on est à l'école ça va pas, avec les professionnels ça va, mais en même temps il faut qu'on change de professionnel, on sait pas à qui s'adresser. On sent que Amalia grandit parce qu'elle a 7 ans maintenant. Et on se disait, bon, ben voilà, peut-être qu'une petite fille de 6-7 ans a envie d'avoir des activités extrascolaires. On sait que elle adore l'eau et elle n'a pas du tout conscience du danger. Donc, on se dit, il faudrait quand même qu'on lui apprenne à nager parce qu'on a bien vu que nous, en tant que parents, on n'a pas réussi comme on aurait réussi avec un enfant pas handicapé. Et on s'est dit, bon, on va recontacter Patricia, on va voir ce que ça peut donner. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que Patricia est devenue notre couteau suisse. Je sais pas si c'est très gentil de dire ça, mais c'est vraiment,
à chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, Patricia a la réponse. Et ça, c'est juste en tant que parent d'enfant, ou même si elle n'a pas la réponse tout de suite, elle nous répond par mail quasiment instantanément en nous disant, bon, écoutez, je me renseigne, je regarde, je reviens vers vous. Et en fait, juste ça, c'est en tant que parent d'enfant handicapé, c'est exceptionnel parce qu'on se sent plus seul, on se sent complètement soutenu, accompagné. Et d'autant plus l'année dernière où, c'est ce que j'arrêtais pas de dire, donc je survends maintenant l'APV parce qu'on en est vraiment complètement convaincus et j'arrête pas d'en parler à nos proches qui ont également des enfants handicapés, de leur dire mais vous ne pouvez plus vivre sans l'APV en fait. Nous, ça a été tellement salvateur pour nous, notamment l'année dernière où la situation à l'école était extrêmement compliquée avec le confinement en fait avec Amalia qui est pas allée à l'école pendant presque 6 mois, le retour à l'école qu'on pensait en fait assez simple, on avait bien géré le confinement, il n'y a pas eu trop d'apparitions de troubles du comportement ou autre et en fait le problème est apparu au moment de la rescolarisation, on n'avait pas du tout anticipé, avec un nouvel environnement parce qu'elle a changé d'école, elle a changé de professionnels qui l'ont suivi, voilà, tout était nouveau dans son environnement. Et on n'a pas réussi à gérer ce moment-là et donc il y a de gros troubles de comportement qui sont apparus à l'école où on sentait que c'était une petite fille voilà qui ne dormait plus du tout, qui était en détresse sans pouvoir l'exprimer parce qu'elle n'exprime pas forcément ses émotions, elle parle pas très très bien. Donc c'était très compliqué, plus notre format familial qui avait un peu changé parce que moi j'ai quitté mon ancien travail donc je me retrouvais à gérer au quotidien le handicap d'Amalia, ne gérais plus que ça alors que j'avais l'habitude de travailler. Donc, ça a été une grosse remise en question et le début d'année a été vraiment très difficile psychologiquement. Et c'est là où Patricia a été exceptionnelle, de dire, mais non, mais ça va aller, ne lâchez rien, vous savez, vous pouvez faire ça. Il y a le SS de l'école qui arrive avec l'école qui nous a annoncé qu'en fait, Amalia n'avait peut-être pas forcément sa place à l'école. Début octobre, qu'il fallait qu'on trouve une nouvelle structure. Puis en décembre, on s'est battu parce que Patricia, en octobre, nous a dit mais ne baissez pas les bras, c'est le début. Vous allez voir, Amalia va pas rentrer dans le moule parce que ça reste une petite fille handicapée, mais elle va prendre ses marques, il faut lui laisser le temps. Et voilà, et Patricia nous a accompagnés tout au long de l'année parce qu'on avait une AESH qui était peut-être un petit peu perdue face à un handicap qui était plus lourd peut-être que ce qu'elle imaginait. Et donc, Patricia nous a dit, mais peut-être qu'on peut faire intervenir une éducatrice spécialisée à l'école, peut-être qu'on peut faire intervenir une psy spécialisée dans la méthode ABA parce qu'on sait que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner avec Amalia. Et à chaque fois, c'était une petite lumière qui arrivait de se dire, oh, ok, en fait, on lâche rien grâce à Patricia, on va y arriver, ça va marcher et ça a marché. Enfin, là, cette année, ça se passe hyper bien. Je touche du bois, mais ça se passe hyper bien. Et c'est vrai que du coup, au fur et à mesure des équipes de suivi de scolarisation qui ont eu lieu l'année dernière, qui ont lieu donc au sein de l'école avec toute l'équipe enseignante et tous les professionnels médicaux et paramédicaux qui suivent l'enfant handicapé, c'est vrai qu'au fur et à mesure des ESS, Patricia nous disait, mais vous savez, vous avez aussi le droit de dire non, vous avez aussi le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord, que c'est pas forcément la façon dont vous l'auriez imaginé. Et c'est vrai que du coup, on s'est souvenu de cette phrase que les généticiens avaient eue à l'annonce du handicap d'Amalia il y a 7 ans, où le jour même où ils nous ont annoncé le handicap, de nous dire ça va être difficile. Et il y a des moments où c'est vous les parents, c'est vous qui savez, et vous aurez le droit de dire stop, de dire non, là ça fait trop, non, on n'est pas d'accord, non, on ne veut pas. Et en fait, on avait oublié parce que on a été extrêmement bien entourés quand même, et je remets absolument pas ça en question, mais voilà, on est happé par le quotidien et on a oublié aussi qu'en tant que parent, en fait, on peut dire non, on peut décider, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Et je pense qu'on l'a réalisé l'année dernière, du coup, quand la situation est devenue un petit peu plus tendue et où on a dit vraiment stop, maintenant c'est comme ça et ça va se passer comme ça et ce sera telle personne, tel rythme, tel format. Et où du coup, on a construit ça avec l'école, on construit ça avec Patricia et avec tous les intervenants autour d'Amalia. Et je pense que ça nous a vraiment sauvés parce que psychologiquement, on était en situation de rupture complète et voilà. Je parle un peu de notre vécu, mais on est extrêmement convaincus par l'APV et on ne peut plus vivre sans, je pense. Voilà. Je ne pourrais plus vivre sans l'assistance au parcours de vie parce que c'est
c'est exactement ce qui nous manquait en tant que parents d'enfants. Enfin, il manque plein de choses. On pourrait parler de la MDPH, voilà, de plein de choses, mais c'est vrai que voilà, Patricia est aussi intervenue dans le dossier MDPH où on était complètement perdus parce qu'on avait un énorme dossier à faire, comme la situation changeait avec Amalia. Et c'est Patricia qui nous a dit, ben voilà, n'hésitez pas à demander tout de suite toutes les notifications, la MDPH saura, parce que comme ça, vous n'avez pas à refaire un dossier dans 1 an, dans 2 ans, quand la situation va changer. Voilà, plein de petits conseils, mais qui fait que c'est bête, mais on se retrouve avec des notifications MDPH pour les 6 prochaines années. Et du coup, se dire, OK, bon, ben voilà, pendant 6 ans, on n'a pas besoin de refaire de dossier. Et rien que ça, se dire qu'on n'a pas une année complète à passer sur un dossier MDPH, ça change la vie. C'est 1 an qu'on va pouvoir consacrer à nos enfants. Et voilà, et sans l'assistance au projet de vie, on n'y aurait pas du tout pensé, parce qu'en fait, on ne savait pas et personne ne nous guide sur ces choses-là. Et c'est là où c'est très précieux, en fait. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais... Vous répondez parfaitement à ce qu'on vous a demandé et surtout vous racontez votre expérience, c'est parfait. Très bien. Marie, on peut passer aux questions ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Madame Marie, pardon? Non, on peut laisser la place aux questions, c'est ouais, l'objet d'un webinaire, c'est top, c'est bien. Merci beaucoup. Alors, on a une première question sur la différence entre les concepts d'agentivité ou agency et l'autodétermination. Une question dans le chat d'une personne qui a du mal à faire la différence entre ces 2 concepts. On peut interroger Éric Priou et Serge Thomaset complétera éventuellement. On va tenter avec beaucoup d'humilité. Hein. Je suis pas spécialiste et pointu dans le sujet. L'agentivité, en tout cas telle que moi j'ai cru la comprendre, c'est les possibilités ouvertes pour que qui que ce soit puisse agir. On pourrait avoir des tas d'exemples, mais il y a des choses dans lesquelles les gens n'ont même pas accès à l'action parce que on les a probablement effectivement déterminés comme étant ou pas capables ou pas intéressés ou pas susceptibles de savoir faire. Donc l'agentivité, c'est tout un mouvement, mais qui, si je ne me trompe pas, pousse à faire en sorte que rien n'empêche à quelqu'un d'agir dans un domaine donné, sur un périmètre donné, sans qu'on l'en empêche. Mais il n'y a pas, autant que je me souvienne, il n'y a pas l'idée d'agir pour une cause ou agir pour obtenir quelque chose ou agir pour déterminer quelque chose que je croirais bon pour moi. Il n'y a pas de jugement moral dans l'agentivité, si je me souviens bien. C'est plutôt une posture sociétale, une posture sociale, sociologique, qui consiste à éviter qu'il y ait des barrières à pouvoir mener une action. Chacun doit être libre de pouvoir agir. Mais autant que je me souvienne, je vous dis, je ne crois pas qu'il y ait de cible de agir pour quelque chose. Ça serait peut-être la cible, ça serait agir pour avoir le droit d'agir, mais pas forcément pour construire quelque chose par rapport à un objectif que j'aurais de chercher ce qui est bon pour moi. Peut-être que l'agentivité, c'est comme un terreau préalable, c'est peut-être la question de l'environnement préalable ou nécessaire ou consubstantiel au développement de l'autodétermination d'un individu. Faut-il encore qu'il puisse agir ? Donc peut-être l'agentivité est un concept premier, qu'on puisse reconnaître à chacun, ce que je disais tout à l'heure, tout le monde a le droit au moins d'essayer. Donc il faut qu'on puisse peut-être laisser agir. Mais l'autodétermination va peut-être inviter à dire et agir, et au fur et à mesure des apprentissages de l'autorégulation indépendante, agir pour causer un changement dans sa vie. C'est peut-être ça qui va rajouter l'autodétermination par rapport au concept d'agentivité. Mais encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité, de modestie, parce que voilà, ça réactive quelques souvenirs, mais je n'ai pas plongé dans la documentation pour vous répondre avec certitude. Merci. Serge Thomaset, quelque chose à rajouter? Rien du tout, je ne suis pas du tout spécialiste de ces concepts, désolé. Bon. Très bien. Marie? Oui. On a eu pas mal de questions là dans l'onglet questions sur la mise à disposition des documents, etc. Donc on essaye de vous répondre au fur et à mesure.
On vous enverra le document qu'Eric a projeté dans le cadre d'un nouvel envoi. La prochaine fois, il n'y a pas eu d'envoi pour le numéro 2. Donc, c'est normal si vous n'avez pas reçu. Mais à chaque fois, là, on essaye de vous mettre les liens vers ces documents et vous allez tout recevoir avec le document d'Eric. Donc, pas d'inquiétude. On a plus d'autres questions directes, on va dire, depuis les participants au webinaire. Donc, n'hésitez pas à en poser. En Moi, j'en revanche, ai. vous en avez. Ben, c'est bien ce qui me semblait. Vous en aviez préparé. Je vous laisse la main. Absolument. Non, je voulais demander à Madame Marie, qui a donc d'autres enfants, comment elle perçoit son positionnement en termes de pouvoir d'agir, justement, entre l'action qu'elle peut avoir pour sa fille en situation de handicap ou ses autres enfants, et quel est l'apport de la PV à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un apport de la PV? Quel est le plus que peut amener la PV? Même si vous l'avez déjà un peu exposé. Mais... Alors, je pense que c'est intéressant de faire Ouais, c'est vrai qu'effectivement, parce qu'on a 3 filles, donc Amalia en aînée, ensuite on a une petite fille de 4 ans et demi, Célestine, et Alba qui a 2 ans. Et c'est vrai que donc Célestine est en moyenne section de maternelle, et quand elle est rentrée en petite section de maternelle, on a beaucoup, on a vu la différence en fait par rapport à la scolarisation d'Amalia et aux relations qu'on avait avec les maîtresses, au fait qu'on n'écrivait presque jamais aux maîtresses pour expliquer voilà tel ou tel problème. Et c'est vrai que quand s'est posé la question, voilà, par exemple des activités extrascolaires ou d'accompagner des sorties scolaires, et où on se dit, mais en fait, c'est vrai qu'on fait ça très naturellement pour Célestine, et pourquoi est-ce qu'on le fait pas naturellement pour Amalia? Parce que à la base, Amalia est quand même une petite fille. Oui, elle a un handicap, mais ça reste une petite fille. Et du coup, le fait d'avoir Célestine nous a beaucoup aidé dans cette prise de conscience de cette capacité, voilà, de pouvoir décider et d'agir en fait pour nos enfants. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça va revenir. Oui, non. Et pardon. Et c'est vrai que ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est lors d'une rencontre un peu particulière l'année dernière avec l'école, où en fait on avait été convoqué par la remplaçante de la maîtresse qui était arrêtée, avec la directrice et les 2 AESH qui s'occupaient d'Amalia à l'école, et où mon mari pouvait pas être présent, et moi j'étais pas en état psychologique d'y aller toute seule, et Patricia m'avait gentiment proposé en me disant voilà, je vous accompagne. Et j'ai dit volontiers, parce que je pense que la situation est telle que je pense que je serais plus capable de parler, je ne sais pas ce qui m'attend, et franchement, vu le déroulé, vu ce qui se passe depuis le début de l'année, je redoute un peu le pire. Et on est arrivés du coup toutes les 2 à cette réunion où effectivement, en fait, la remplaçante de la maîtresse nous a fait comprendre que voilà, qu'en gros, Amalia les troubles du comportement d'Amalia gênaient énormément, et qu'en fait, ce serait bien qu'on garde Amalia à la maison l'après-midi, qu'elle ne soit scolarisée que le matin, parce qu'elle gênait la classe, et que la maîtresse, ce que je comprends, voilà, quand on a une grande classe, il y a une classe à gérer, mais voilà, il y avait façon et façon de le dire, et surtout prendre en compte le fait qu'on reste une maman avant tout, qu'on prend un petit peu tout à cœur avec la fatigue du handicap, et en fait, là, je me suis complètement effondrée avec une incapacité de parler. Je pense que ça doit parler à beaucoup de parents d'enfants handicapés qui sont connectés, parce que c'est un peu le quotidien de ce qu'on peut vivre parfois, qui peut être un peu brutal. Et c'est là où Patricia, parce que l'AESH a dit oui, on trouve que ce serait bien que Amalia manipule l'après-midi, elle a besoin de manipuler, d'avoir des activités un petit peu moins scolaires, ce serait bien de l'inscrire à des cours de cuisine, Ouais, moi je dis oui, ok, je comprends. Et où Patricia a pris la parole, parce que je n'arrivais plus à placer un mot, en expliquant que oui, en fait, c'était bien beau d'avoir des idées comme ça, et c'était chouette, et nous on ne rêvait que de ça, oui, qu'elle ait des cours de cuisine l'après-midi, mais que déjà, premièrement, il y avait une question d'organisation de la vie familiale quand les 2 parents travaillent, et ensuite de coût, parce qu'on avait déjà mis pas mal de choses en place pour l'école qui coûtaient quand même de l'argent, qui nous coûtaient de l'argent.
et qu'on ne pouvait pas continuer d'abonder. Voilà, Amalia avait une AESH pour 20 heures par semaine pour l'école et qu'il fallait qu'on réussisse à construire ça ensemble, quitte à amener un peu plus d'aide à l'école, à apporter plus d'aide à l'école pour aider les AESH, mais qu'on ne pouvait pas, qu'on ne pouvait pas déscolariser Amalia d'un coup, que c'était pas jouable avec l'organisation familiale. Voilà, et Patricia a eu ces mots tout en douceur pour faire comprendre à l'école sans les brusquer, et du coup, une des deux AESH a tout de suite réagi en disant ah bah oui, c'est vrai que Madame Ménard a raison, on pourrait imaginer construire ça à l'école, en emploi du temps plus adapté, de proposer de faire un petit atelier cuisine l'après-midi avec Amalia, qu'on le fasse avec elle, un atelier motricité, voilà, des choses un petit peu plus légères. Et en fait, quand on est sorti de l'école, donc je ne vous raconte pas mon état, où vraiment là, j'ai craqué complètement, voilà, parce que j'y arrivais plus et où Patricia m'a dit, mais vous savez, c'est bien que vous n'ayez pas lâché et c'est bien qu'on n'ait pas lâché ensemble et qu'ils aient compris que vous êtes humaine, que c'est dur et que c'est aussi à eux, école, de réagir et de vous aider en fait. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, j'ai le droit de craquer, j'ai le droit de dire non, et c'est pas grave de dire non, et c'est pas grave de dire qu'on n'est pas d'accord. Ça peut apporter du bien parfois. Et là, effectivement, ça a été très bénéfique pour Amalia, par exemple. Et où je me suis dit, oui, peut-être qu'avec Célestine, avec notre deuxième, j'aurais pas réagi pareil. C'est vrai que quand on a un enfant handicapé, on a tendance à toujours prendre des pincettes, à se dire que bon bah c'est génial, il l'accueille à l'école, c'est trop sympa, c'est super. C'est vrai que c'est difficile pour une structure d'accueillir un enfant handicapé, mais c'est vrai que c'est difficile aussi pour des parents de toujours prendre des pincettes et de se dire on n'ose rien dire parce qu'on a l'impression qu'on va déranger, mais en même temps après si on dit pas les choses, les équipes nous disent bah oui mais on savait pas, vous nous avez pas dit. Et c'est tout ça que Patricia nous a fait réaliser l'année dernière, de dire voilà. Non, en fait, agissez simplement, agissez comme avec Célestine, dites les choses, dites la façon dont vous ressentez les choses, dont vous vivez les choses, parce que ça peut simplifier aussi, ça peut faciliter. Et ça nous a beaucoup aidé par rapport à ça, de se dire, voilà, la rentrée scolaire s'est beaucoup mieux passée aussi parce que Amalia a moins de troubles du comportement, que son environnement est plus stable, mais aussi parce que nous, parents, on vit les choses complètement différemment grâce à tout ce qu'on a vécu l'année dernière, en fait. Donc vraiment, il y a eu une différence entre le moment où on n'avait pas Patricia et le moment où on a eu Patricia, qui a vraiment, qui nous a aidé en fait à recadrer. Je pense que les choses étaient là, comme elle nous le dit souvent, de dire non mais Madame Marie, c'était là, c'était présent. Je dis oui, mais c'était clairement très 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 enfoui et vous avez aidé à faire ressortir tout ça et à nous faire prendre conscience que oui, en tant qu'être humain, en tant que parent et même si le handicap est lourd, notre petite fille a une place dans la société, notre petite fille a une place dans les structures, dans une société inclusive et on a le droit de dire les choses, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'être d'accord, on a le droit on reste des humains, des êtres humains à part entière et elle aussi en fait. Et c'est vrai que je pense que ça a d'autant plus renforcé notre détermination de se dire on se bat en fait encore plus fort maintenant qu'on est reposé et que cette petite faiblesse psychologique est derrière nous, qu'on a pu dormir et qu'on a pu mettre des mots dessus aussi. Et de se dire, on se bat en fait pour notre petite fille et je pense que Patricia y est pour beaucoup. Voilà. Voilà. Merci de partager ce quotidien avec nous. Merci de nous le livrer comme ça. C'est toujours super intéressant et on vous écoute avec attention en fait de ce témoignage. On est avec vous là, voilà. Je sais pas comment le dire autrement, c'est très spontané. Du coup, on entend bien ce que vous dites sur comment ça a renforcé progressivement votre pouvoir d'agir et on entend la temporalité, on entend aujourd'hui cette force de conviction et du coup les passages qui vous animent au fur et à mesure.
on avait préparé une question pour Eric autour justement de comment on conjugue l'autodétermination des familles et l'autodétermination, enfin des parents en l'occurrence, et l'autodétermination des enfants. Quand les enfants peut-être sont plus grands, ils peuvent avoir d'autres envies, exprimer d'autres projets. Comment on peut travailler ça? On va se la jouer stratégiquement. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. C'est un vaste sujet, c'est un très très vaste sujet parce que c'est pas plus ni moins que la question de n'importe quel parent, n'importe quel enfant. Je crois que n'importe quel parent, si on regarde nos enfants, il est difficile d'imaginer d'avoir un sentiment, une posture de parent sans avoir quelques idéaux, quelques idées sur ce qu'on souhaite en positif ou en creux pour nos enfants. On aimerait qu'ils puissent vivre ceci ou à l'inverse, on aimerait surtout qu'ils n'aient pas à vivre cela. Donc je pense que c'est un réflexe assez légitime de la parentalité. Donc évidemment, lorsqu'une personne est face à nous, que c'est notre enfant et que cet enfant a entre autres particularités d'avoir une fragilité cognitive ou une particularité ou comportementale, ça s'exprime, je pense, de la même façon. Ça s'exprime. On a aussi des souhaits pour cet enfant qui, devenant grand, on a toujours des souhaits, et que, bien évidemment, à un moment donné, la rencontre entre l'hétérodétermination qu'on a pour notre enfant et puis l'autodétermination que cet enfant devenu grand voudrait avoir vis-à-vis de lui, il y a probablement des moments dans lesquels ça peut être harmonieux, des moments dans lesquels ça peut être moins harmonieux, des moments dans lesquels ça peut être très confrontant, et que il est probable que si jamais ce qu'on avait imaginé et ce que la personne elle-même détermine pour elle-même n'est pas du même acabit ou de la même nature, eh bien c'est le chemin de la parentalité. Hein. C'est comment est-ce qu'on fait confiance à l'autre pour pouvoir agir tel qu'il pense qu'il est bon d'agir pour lui, même si on avait été à sa place, c'est pas ce qu'on aurait fait. Je pense que c'est ni plus ni moins. Maintenant, peut-être, et puis merci vraiment, je vois juste votre prénom Patricia, je suis désolé, j'ai pas retenu le nom de famille. Merci de l'avoir exprimé tel que vous l'avez exprimé. Assez souvent, dans les difficultés d'adaptation de l'environnement, le parent est renvoyé à la responsabilité parentale. On lui dit qu'il est finalement peut-être un peu plus parent que d'autres parents parce qu'il faut quand même qu'il trouve une solution à un problème qui relèverait de la pédagogie, mais comme on ne la trouve pas, on se retourne vers le parent. Donc merci à votre collègue APV d'avoir été là pour vous soutenir, parce que c'est tous ces passages-là aussi qui font que peut-être à certains moments, un parent se sent sur-responsabilisé et qu'après, un peu plus tard, on va lui reprocher de ne pas lâcher la grappe à son garçon qui a 20, 25 ou 30 ans ou à sa fille. Et pendant tant d'années, on a été bien content de le trouver et de le sur-responsabiliser. Et pour clore là-dessus, je vous inviterai à réfléchir sur, pendant la crise, la Covid et les règles sanitaires qui en sont déduites, eh bien, beaucoup de parents, même parfois âgés, se sont entendus dire que leur enfant ne serait plus accueilli dans le foyer ou dans l'établissement, mais chez eux. Chez eux, c'est-à-dire chez vous. Ah mais chez moi, c'est pas chez lui. Oui, mais il se trouve que si. Au niveau de la loi, c'est comme ça. Alors donc, d'un côté, on invite les parents à laisser la place à l'autodétermination de leur enfant devenu grand, puis d'un autre côté, on leur reconnaît une surresponsabilité qui dépasse de loin la question de la majorité. Donc, voilà, j'aurais tendance à dire, regardons comment chacun d'entre nous, quand on a un enfant qui grandit et qui dit, moi je veux faire de la chute libre, voilà, ou je veux vivre en Patagonie, ou je veux pas faire d'études. Comment on le vit et comment est-ce qu'on l'accepte, comment est-ce qu'on... C'est la question, je pense, de tout parent par rapport à tout enfant. Marie va dire, t'as pas répondu. J'ai essayé. C'est vrai, si je peux réagir, c'est vrai qu'on y est confronté beaucoup en tant que parents d'enfants handicapés. Nous, Amalia, là, qui a 7 ans, on la traite souvent de pré-ado insupportable parce que elle commence à s'affirmer justement et à avoir cette capacité d'autodétermination, je pense, à laquelle on n'était pas du tout confronté avant. Et c'est vrai que c'est très difficile de savoir, avec un enfant handicapé, de se dire, en fait, à quel moment je lâche et je lui fais confiance. Et c'est vrai qu'on en avait parlé avec Patricia. Patricia a dit, oui, mais en fait, à un moment, il va falloir la laisser grandir et la laisser être elle-même, en fait, et être une personne à part entière et lui faire confiance comme vous feriez confiance à une petite fille. Et c'est vrai, on s'est de nouveau remis en question par rapport à Cécile. Et en fait, Célestine qui a 4 ans et demi,
On lui fait déjà confiance pour plein de choses. Et même des toutes petites choses de voilà, Célestine qui met la table et Amalia qui veut aider à mettre la table et où on se dit, ben mince, Flûte, elle va prendre les assiettes et on va avoir toutes les assiettes cassées dans la cuisine parce que c'est trop lourd et qu'elle va lâcher la moitié. Et on se dit, mais en fait, il faut qu'on lâche prise aussi parce qu'elle nous dit elle-même qu'elle veut nous aider, qu'elle veut mettre la table. Et donc, on est obligé de la respecter, elle, en tant qu'individu, pour la faire grandir comme on ferait grandir n'importe quel autre enfant. Donc, je comprends bien ce que vous dites, Eric. Oui, ça me parle. Merci. Merci aux intervenants. Merci pour vos réponses. On a récupéré Jean-Paul Champeau qui va pouvoir continuer à animer ce webinaire. Juste une petite précision. C'est Ariane Harry qui est maman, qui n'est pas que maman, mais qui est notamment maman et qui vient de témoigner. Et c'est Patricia Ménard qui est APPV. Voilà. Et elles sont dans au même endroit. Alors, Jean-Paul, toutes mes excuses à Ariane et Patricia. Désolé. C'est juste pour que ce soit clair et pour les participants et pour le replay. Merci pour vos réponses. Et puis, Jean-Paul, je vous redonne le flambeau de l'animation. Merci, mais je m'étais récupéré déjà, j'étais présent sans être visible. Voilà. Donc, merci pour les réponses hein, qui illustrent bien, je pense que ce qu'on voulait montrer. Et puis, on va laisser la parole à Patricia Ménard, donc qui est à PPV. Et qui va sans doute nous parler de la manière dont elle travaille elle-même sur le développement du pouvoir d'agir des familles. Vous avez pas votre micro, on vous a pas ouvert votre micro, c'est pas bien. Non, c'est moi. Désolée. Bon, je vais essayer de faire au mieux. C'est un exercice qui est pas facile. Donc je vais reprendre un petit peu les propos d'Ariane, pour dire un petit peu moi comment j'ai vécu les choses aussi de ma place d'APPV. Du coup, on s'est rencontrés en effet en avril 2019. On disait tout à l'heure, Ariane pensait que c'était il y a bien plus longtemps. En fait, ça fait pas si longtemps que ça. Et en effet, c'était adressé au centre ressources de trisomie 21 pour une place en CESAL. Il n'y avait pas de place à ce moment-là. Et donc, on leur avait présenté le dispositif. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Je me suis déplacée au domicile. Parce que les APPV, on se déplace, on va à l'endroit où c'est le plus simple pour la famille. Et donc, voilà, vous m'aviez raconté à ce moment-là le projet d'Amalia. Et en effet, ça roulait plutôt pas mal à ce moment-là, puisqu'il y avait l'école, il y avait la crèche aussi l'après-midi et les mercredis. Et en fait, la demande, la porte d'entrée à l'époque, c'était les activités extrascolaires, pardon. Vous vous interrogez déjà à ce moment-là sur, voilà, Amalia, qu'est-ce qu'elle pourrait faire aussi, comme sa petite sœur. Et il y avait déjà sous-jacent quelques interrogations sur la suite du parcours. Mais voilà, pour le moment, ça roulait. Il y avait une équipe de suivi de scolarisation qui était prévue peu de temps après. Mais voilà, vous étiez plutôt armés. Le pouvoir d'agir, il était bien là. Et donc, je vous avais juste envoyé une petite fiche par mail. On a une petite fiche, les APV, qu'on utilise pour préparer ces réunions-là avec plein de questions pour essayer de réfléchir un petit peu à tout ce qui pourrait être dit pendant cette réunion et à ce qu'on a envie de dire. Donc voilà, je vous l'avais envoyé et puis vous ne m'avez pas sollicité plus que ça. Voilà, ça roulait. Donc on s'est dit au revoir et puis on ne s'est pas vu pendant plusieurs mois, même de nombreux mois. On a gardé un peu le contact, notamment pendant le Covid. Voilà, on a dû s'envoyer quelques petits mails. Vous aviez eu des questions sur l'ergothérapie, vous cherchiez quelqu'un. Enfin voilà, ça a été des petites questions comme ça où vous cherchiez un peu à être un peu guidé, orienté. Alors moi, j'ai pas de réponse toute faite. À chaque fois, je pars de la demande de la personne. J'essaye de creuser un peu pour savoir exactement ce que les familles souhaitent. Et en fonction de ça, en effet, je vais essayer d'identifier sur le territoire des ressources, des acteurs qui pourront venir dans la mise en œuvre du projet. Donc voilà, donc du coup, on a gardé un petit lien comme ça. Et en fait, c'est en septembre 2020 que vous m'avez appelé ou vous m'avez envoyé un mail, je ne sais plus, en me disant que voilà, avec votre mari, avec Miguel, vous aviez besoin qu'on se voit pour réfléchir. Alors, je reprends vos mots, c'était réfléchir au futur d'Amalia et préparer l'équipe de suivi de scolarisation. Donc on s'est vus, on s'est rencontrés et à votre domicile encore une fois, à votre nouveau domicile parce que vous aviez aussi déménagé. Donc ça aussi, ça rentrait aussi dans le projet, c'est que c'était un changement d'école. Donc c'était un moment un peu charnière, hein, c'est ce qu'on disait aussi avec Jean-Paul en le préparant. Il y avait ce changement d'école et puis il y avait aussi peut-être la fin de l'école maternelle
voilà, il y avait plein de choses qui se questionnaient et puis l'école qui était en difficulté. Et donc, je me souviens que vous me racontiez que à chaque fois, vous demandiez à la maîtresse qu'est-ce qu'elle allait encore vous dire ou la ESH. Voilà, c'était un petit peu, c'était pas très confortable. Donc, on a commencé par préparer cette réunion, cette équipe de suivi de scolarisation. Et moi, mon travail, ça a été vraiment de vous armer un maximum et vous soutenir dans ce moment qui a été quand même difficile parce que ça a été assez éprouvant. Il y a eu énormément de choses qui ont été dites et souvent assez négatives. Il y avait une équipe qui était fatiguée, mais en même temps, il y avait une ouverture. C'était une équipe aussi qui demandait de l'aide. Donc voilà, moi, à la fin de la réunion, on a débriefé. Je vous dis, mais en effet, c'était pas très rigolo, mais il y a une ouverture. Donc mon travail, c'était aussi de vous booster. Hein. Vous disiez tout à l'heure, voilà, je vous disais, allez, ne baissez pas les bras. Voilà, c'était un peu ça quand même. C'était essayer de vous mobiliser, voilà, d'essayer de vous soutenir dans ce moment. Pendant l'équipe de suivi de scolarisation, j'interviens peu. Je suis peu intervenue à chaque fois parce qu'en fait, c'est pas, voilà, mon travail, c'est pas d'intervenir plus que ça, c'est vraiment de donner la parole à la famille. Donc en général, il y a toujours l'enseignant référent à un moment donné qui me donne la parole. Donc voilà, j'essaie de faire une petite pirouette en expliquant rapidement mon rôle. Et rapidement, je réoriente la parole en fait vers la famille. Donc voilà, moi je soutiens le projet et voilà que la famille l'a préparé et qu'elle va pouvoir le présenter. Et donc par des jeux de regard, en s'asseyant à côté ou voilà, mon travail c'est vraiment de venir en appui et en quelque sorte de dire allez-y, vous avez le droit. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, c'est vraiment là-dessus que j'ai insisté. Vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord. Et on a beaucoup travaillé ensemble aussi sur réfléchir à des propositions à faire à l'école. Là, c'est vrai que voilà, moi je vous ai donné des pistes, mais ces pistes elles sont arrivées parce qu'on a travaillé le projet ensemble. Et les APPV, on pose beaucoup de questions. On essaie de creuser un maximum tout le projet pour essayer de comprendre vraiment ce que vous voulez pour Amalia, comment vous voyez les choses. C'est vous l'experte d'Amalia, parce que vous la connaissez bien, vous vivez avec elle au quotidien. Et donc, voilà, on essaie toujours de placer le parent comme, voilà, c'est vous qui savez, et j'essaie de tirer les fils, d'interroger un maximum pour savoir quelle voie vous avez envie de prendre. Et du coup, suite à cette ESS, il y avait un dossier MDPH à faire avant le 15 janvier, c'est les dates butoirs. Et on a longuement travaillé sur ce dossier-là. Vous, votre demande, c'était de savoir qu'est-ce qui va se passer après la maternelle. Qu'est-ce qui peut se passer à l'école, c'est quoi une ULIS, c'est quoi un IME, c'est quoi, quelles aides peuvent exister auprès de la MDPH, quelles notifications il faut demander. Donc moi, j'ai pas la réponse à tout ça, mais je vais, en fonction de tout ce que vous allez me dire, je vais aller faire des recherches et après je vous ai envoyé par mail, on en a reparlé au téléphone aussi. J'ai essayé de vous donner un maximum d'éléments sur vos droits, notamment sur les droits à la prestation de compensation du handicap ou au complément AEH. Sur les notifications, comment ça peut fonctionner, le droit d'aller visiter un IME pour vous faire une idée, d'aller visiter une classe ULIS. Et voilà, par ce biais, je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments. Et c'est vous qui avez tout écrit. Parce que moi, je ne remplis pas les dossiers MDPH, c'est bien les familles qui les remplissent. Donc, vous avez tout rempli. Et je me souviens, parce que j'ai regardé un peu avant le webinaire, j'ai essayé de regarder dans mes mails et faire un peu l'historique. Et du coup, vous aviez tout écrit et vous me l'aviez envoyé, vous m'aviez soumis à relecture en fait, en me disant, voilà, est-ce que vous voyez autre chose, Patricia? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que c'est clair? Et vous avez écrit un pavé, un roman, mais qui était juste génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Tout était clair, tout était construit. Vous saviez exactement ce que vous vouliez, pourquoi vous aviez fait ces choix-là. Tout était ultra argumenté. Et le résultat, c'est que vous avez quand même eu toutes les notifications que vous aviez demandées. Alors, ça a pris du temps. Il a fallu, là aussi, on s'est soutenu et ma collègue Karine, cet été, avait pris le relais pour venir vous aider auprès de la MDPH parce que ça a traîné en longueur. Il a fallu aller taper du poing sur la table pour qu'il y ait enfin une réponse par rapport à votre demande de prestation de compensation du handicap. Parce que c'était important que vous repreniez votre activité professionnelle. Donc, ça aussi, on a beaucoup travaillé là-dessus parce que c'était important pour vous, pour votre équilibre. Vous avez pu le verbaliser aussi. Que la PCH, la prestation de compensation du handicap, avoir quelqu'un à domicile ou qui puisse vous soulager un peu, c'était aussi parce que pour votre équilibre, vous aviez besoin de reprendre votre activité professionnelle et de vous occuper aussi des 2 autres petites filles. Donc voilà, du coup, mon travail, c'est voilà, ça de questionner, de reformuler et parfois de vulgariser aussi un petit peu toutes les réponses qu'on a dans le médico-social
ou également dans le droit commun pour que vous arriviez à percevoir toutes les subtilités des différentes solutions. Voilà. Et j'ai beaucoup insisté aussi tout au long des rencontres qu'on a faites sur le fait que vous avez le droit de faire des choix et à un moment donné de changer, de vous tromper ou de faire autre chose. On a beaucoup travaillé ensemble aussi sur identifier des ressources qui pourraient venir en soutien de l'école. Donc là, pareil, moi je vous ai donné quelques noms, vous en avez trouvé vous aussi. Et après, moi, j'ai rien fait de plus. En fait, c'est vous qui avez pris les contacts, qui avez appelé l'éduc, l'éducatrice en libéral, ou la psychologue aussi, qui est venue en soutien. Voilà, moi, je suis juste là pour donner un peu la dynamique ou le petit coup de pouce, pour réassurer, pour dire mais si, ce que vous dites, vous avez le droit, enfin, pour légitimer en quelque sorte. Et là, je parle plutôt de restaurer le pouvoir d'agir, parce que le pouvoir d'agir, il était clairement là. Mais c'est juste qu'en effet, c'était un moment difficile. Et que voilà, il y avait des petits craquages, c'était compliqué. Et voilà, il y avait juste ce petit truc à faire. Et hop, vous avez repris ce pouvoir d'agir et c'est reparti. Et en effet, cette année, ça fonctionne bien. Alors, il y a eu des changements, il y a une nouvelle AESH. Il y a cette prestation de compensation du handicap qui est en place. Vous avez battu aussi pour trouver des intervenants, une éducatrice spécialisée, ou alors là, c'est l'auxiliaire de vie en ce moment qui intervient auprès d'Amalia. Reconstruire un peu l'emploi du temps et voilà, et tout ça c'est vous. Moi je suis juste le petit truc derrière qui a essayé de vous animer là-dessus et quelque chose d'important aussi sur la PPV, c'est que moi je suis pas au courant de tout. Je vous ai donné des petites choses, mais après moi je sais pas forcément ce qui se passe après, et la famille n'a pas à me rendre des comptes non plus, à me dire bah voilà, là on a mis ça en place. Après ça se fait de manière un peu naturelle, où on échange souvent par mail parce que vous avez une activité aussi qui est importante. Donc voilà, on se rend compte des fois un peu comme ça, mais il peut se passer maintenant plusieurs semaines ou plusieurs mois sans que j'ai de nouvelles d'Ariane. Et je me dis, c'est chouette, c'est que ça va bien. En général, c'est ça. donc voilà, du coup, pour l'illustration, je sais pas si au niveau du timing, je suis bien ou pas. J'aurai encore des petites choses à dire, mais je voudrais pas dépasser non plus. Marie ? Un tout petit peu. J'ai encore un peu ? Un tout petit peu. Du coup, j'avais essayé de rassembler d'autres petites choses. Je voulais parler de la temporalité. Dans le pouvoir d'agir, en fait, les APPV, on est vigilant aussi à s'adapter à la temporalité des personnes. Pour certaines familles, le pouvoir d'agir, tout ça, c'est leur confiance en eux est souvent un peu abîmée. Parce que le parcours, c'est un peu le parcours du combattant et qu'il y a des personnes en face des fois qui renvoient des choses quand même douloureuses. Donc des fois, juste passer un coup de fil, ça peut être compliqué. Donc à chaque fois, on a en tête, l'idée c'est le pouvoir d'agir, que les familles soient pilotes de leur projet, qu'elles puissent prendre les choses en main. Mais des fois, on passe le coup de fil ensemble et c'est nous qui allons parler. Alors, on le prépare ensemble, hein. On se met d'accord sur ce qu'il faut dire, sur quel est leur projet. Mais voilà, des fois, les familles disent non, mais allez-y, appelez. Alors, on se met à côté, on met le haut-parleur et puis on essaye de les associer à cet échange. C'est des étapes. Alors, des fois, ça prend beaucoup de temps. Des fois, on va passer 10 coups de fil où ça va se passer comme ça. Des fois, dès le deuxième, ça y est, la famille reprend le téléphone et puis nous, on n'a rien à dire. Voilà, ça peut se faire par étapes. Et des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Des fois, ça se compte en mois, en années. Mais moi qui suis sur le dispositif depuis 5 ans, voilà, j'ai vu des familles qui ont fait un parcours juste extraordinaire, enfin, en tout cas en termes de pouvoir d'agir. Voilà, ils ont repris confiance. Alors, ça ne veut pas dire que c'est linéaire et que ça va rester comme ça. En effet, il y a des périodes charnières qu'on identifie très bien, notamment les passages à l'école, à l'élémentaire, au collège, mais également le passage à la vie adulte. Voilà, il y a des moments comme ça où je trouve que la PPV, voilà, il a une vraie force auprès des familles. Ça peut être un vrai plus. Voilà. Je regarde si j'avais d'autres choses. Voilà, booster, donner de l'énergie. Pour moi, ça me semble important de pouvoir être là-dessus. Et puis, on essaye beaucoup d'armer les personnes aussi, en les aidant à préparer chaque prise de parole. Alors notamment les équipes de suivi de scolarisation, mais également des adultes qui sont en établissement ou qui travaillent en ESAT ou qui travaillent en milieu ordinaire aussi. Hein. Mais à chaque fois qu'il y a
un projet à présenter ou qu'il y a une réunion avec une prise de parole, voilà, on essaie d'aider les personnes à préparer cette prise de parole, à réfléchir à leur projet, mais dans le détail, à se préparer aux questions qu'on pourrait peut-être leur adresser. Parfois réfléchir à une stratégie d'action aussi, voilà, avec tel partenaire, on va peut-être faire attention, on va peut-être dire des choses plutôt comme ça. Et puis pour des adultes, par exemple, en situation de handicap, pour certains, les prises de parole en public comme ça vont être compliquées ou dans une réunion. Donc on a pu essayer des outils comme de la vidéo, par exemple, préparer une vidéo en amont et puis le jour de la rencontre, on passe la vidéo parce que c'est plus facile comme ça. Voilà, on essaye d'être le plus créatif possible et de s'adapter au maximum à la personne, à ce qu'elle est, à sa manière de communiquer, et dans l'idée que voilà, qu'elle s'autorise, qu'elle puisse dire, qu'elle puisse présenter son projet elle-même, et qu'elle ait voilà, vraiment ce pouvoir d'agir en action. Voilà. Ça va là? Merci. Pas trop long. C'était parfait. Je n'ai pas vu Marie réagir, donc tout va bien. Je propose de passer la parole à Serge Thomaset. Donc Serge Thomaset, vous l'avez dit, a réalisé travail sur une recherche, accompagne l'expérimentation PPV depuis l'origine, d'une part, en termes d'évaluation, et a réalisé une recherche sur l'impact sur la vie des familles qu'a l'intervention de l'APV. Oui, merci. Je vais partager mon écran. Donc, s'il y a un souci, vous me direz. Voilà. Donc, effectivement, depuis quelques années, j'ai cette chance avec plusieurs personnes de mon équipe de pouvoir... Serge, pardon, oui. je vous coupe. Vous ne partagez rien là. Rien. Hein? On ne voit rien pour le moment. Alors... Deuxième tentative. J'ai qu'un écran, donc est-ce que c'est mieux? Oui, super. Bon, est-ce que vous voyez une diapo écrite avec études APPV? Oui. Mais études au pluriel. Donc le timing reste serré. Ah ben, tu sais, je suis un pur produit de l'école. On m'a donné 15 minutes. Je vais faire 15 minutes. Donc, oui, études, il y en a eu plusieurs et on va principalement parler de l'étude d'impact, mais je vais effectivement prendre 2 minutes pour présenter le travail qu'on a pu faire parce que ce contexte, me semble-t-il, donne quelques éléments et aussi nous rend modestes parce que on voit bien que le travail que font les APPV et d'une extrême complexité, Patricia l'a montré tout à l'heure, et que bien au-delà de l'accompagnement des familles, en rendant les familles compétentes, il vise aussi à transformer l'environnement pour que les personnes qui nous occupent soient mieux reçues, mieux accompagnées, mieux acceptées dans la société. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué et c'est extrêmement compliqué d'apporter un système de preuve du travail de la PPV dans des environnements où les causes des évolutions sont multiples. Voilà, donc c'est une petite précaution. Vous dire qu'on est toute une équipe pour travailler. Moi, je ne suis pas un spécialiste de méthodologie, notamment pour apporter des preuves, il faut faire des statistiques. Donc, il y a des gens qui font ça très bien. Et puis, on essaye d'avoir des étudiants chaque année pour nous accompagner. C'est à la fois un beau sujet de stage et de recherche pour des étudiants de master et c'est l'occasion pour nous d'avoir du renfort. Voilà. Alors, ce qu'on a fait en fait, ce sont 2 études. Une première, toute première, qui nous a permis de décrire le métier d'APPV. Donc le sigle a été donné dans l'espace de discussion. Et on a fait une première mesure d'impact dont je vais vous parler tout à l'heure, principalement, puisque c'était la commande, en 2018 et 2019.
on continue actuellement avec 3 recherches. La première consiste à faire une mesure longitudinale. Sans rentrer dans les détails, la première mesure d'impact qui va être présentée tout à l'heure donne des résultats en comparaison avec un groupe témoin. C'est-à-dire qu'on a comparé des familles accompagnées, des familles non accompagnées. C'est très difficile d'avoir un groupe témoin parfaitement comparable. Et donc, on reprend l'étude, en fait, depuis 1 an maintenant, à travers le Covid et les tourmentes sanitaires, et on va faire en fait 2 mesures pour voir l'évolution des projets, de leur mise en œuvre auprès des familles, sans évidemment être certain que ça vient du travail de la PPV, mais quand même, en parlant avec les familles, ça a très bien été dit dans la bouche d'Ariane Harry, on voit bien que on peut avoir des éléments de preuve. Par ailleurs, et je vous en dirai un mot, on travaille aussi sur justement les effets de la PPV sur l'environnement. Alors, pas directement, mais simplement en accompagnant les familles, en les aidant à agir, nécessairement, on peut faire l'hypothèse que il y a un effet sur l'environnement. Et enfin, on travaille, et quand je dis on, c'est l'équipe, mais tous nos partenaires, à la fois, bien sûr, Nexem qui a financé la recherche initiale, ça a été dit par Pierre tout à l'heure, mais aussi toutes les structures locales, régionales, les associations, les fédérations. On travaille à la réalisation d'un outil pour justement accompagner le développement professionnel des nouvelles personnes qui vont devenir APPV et qui vont donc être confrontés à quelque chose de difficile qui est de percevoir et d'opérationnaliser cette rupture, de ce changement de paradigme qui a été évoqué tout à l'heure. Alors, quelques résultats. D'abord concernant les familles et les personnes. Je vous renvoie, n'essayez pas de lire, c'est illisible, c'est pas fait pour. Je vous renvoie à cette plaquette qui est disponible en téléchargement. Donc on vous donnera le lien. Hein, j'ai vu tout à l'heure que les documents seraient communiqués. Donc on vous donnera un lien qui vous permettra d'accéder à ce fichier édité par Nexem, dont je vais prendre simplement 2 extraits. Donc, dans l'étude menée en 2017-2018, principalement, on constate statistiquement l'amélioration du bien-être de la famille. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est vrai que cette capacité à être accompagné, à ne plus être tout seul, à ne plus être dans l'inquiétude d'avoir les bonnes informations, parce que on voit que les familles très souvent nous disent autant de personnes, autant de discours. Quand on va à l'IME, on nous tient un discours. Quand on va au CESAD, c'est un autre. Quand on va à l'école, c'est un autre. Et donc là, les familles nous disent oui, on est mieux, on est plus serein parce que on est avec une personne qui n'est pas jugée partie et donc qui est bien à côté de nous, mais pas nécessairement et surtout pas pour nous conseiller. Tout à l'heure, Patricia l'a bien dit. Qui facilite la réalisation du projet de vie, qui facilite le parcours. Je vous rappelle, on est en 2017-2018, on a de très bons résultats en fait sur la construction du projet, principalement. Si on regarde de l'autre côté de mon schéma, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge ici. Non, pas bien, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, on a un creux. Hein. Mon schéma, j'espère qu'il est assez facile à lire. Plus il y a de rose, plus il y a de couleurs, plus les effets sont importants.
Et donc, la situation professionnelle des familles, elle n'est pas vraiment améliorée, pas plus que les relations familiales. Ce qui est vraiment amélioré, c'est effectivement le projet de vie, le parcours. Et là, effectivement, à cette période, la plupart des familles en étaient à construire le projet, la mise en œuvre d'actions qui résultent du projet n'était pas encore effective, ce qui fait qu'on n'a pas de très bons résultats, notamment sur la situation professionnelle des familles. On a pu constater, comme la plupart des études l'ont montré, que 4 familles sur 5, les 4/5 de nos familles interrogées ont dû faire évoluer leur situation professionnelle. Et 40% des parents, le père ou la mère, plus souvent la mère, ont arrêté de travailler. Donc évidemment, reprendre un emploi ou reprendre un projet de formation nécessite que que déjà il y a un projet pour son enfant et qu'il soit mis en œuvre et qu'ensuite, en conséquence, on puisse travailler à améliorer sa propre situation. Ceci étant, donc, voilà, c'est vraiment un plébiscite en termes de qualité d'accompagnement pour le montage du projet. Je ne peux pas tout traiter, j'attire juste votre attention sur, en bas à droite, favorise l'accès aux services en milieu ordinaire, 54%, c'est la moitié, donc en fait pas plus de favorise que ne favorise pas. Et je reviendrai sur ce chiffre tout à l'heure. Autre schéma que je trouve assez intéressant à vous soumettre, c'est que les services en milieu ordinaire sont peu utilisés par les familles de notre panel. L'accès aux droits, en fait, ne se fait très peu, enfin garde d'enfants, voilà, on est la plupart du temps au-dessus de 60%, 70%, pardon, au-dessus de 50%, excusez-moi. Et je rappelle que effectivement, au moins 50% des familles auraient aimé avoir un accès au milieu ordinaire. Donc déjà, il y a une différence entre l'accès et ce que les familles auraient pu souhaiter. Mais en fait, dans le travail mené, on s'est aperçu que ça n'est pas tant l'accès au milieu ordinaire que permettaient les APPV que le montage de situations complexes. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à l'APPV, à la connaissance qu'il fournit de tous les dispositifs, Patricia l'a dit tout à l'heure, on va se renseigner, on voit ce qui est possible pour l'enfant et on revient, et on donne les informations. Et des services, des dispositifs, il y en a. On voit que l'APPV va faciliter le montage de dispositifs complexes, et notamment de dispositifs en milieu ordinaire, mais avec l'appui de services spécialisés, qui vont permettre effectivement de compenser un certain nombre de besoins, de difficultés pour les personnes, aider les dispositifs de droit commun du milieu ordinaire à se rendre plus accessibles. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble très important. C'est ce travail qui se réoriente des dispositifs spécialisés, d'un accompagnement aux personnes nécessaire, bien évidemment, mais vers un accompagnement des dispositifs non spécialisés, l'école, le travail, les soins, les loisirs, pour les aider à devenir accessibles. Donc, on a ces éléments-là qui sont apparus dans cette première étude. Nous allons tenter de les conforter avec l'étude longitudinale que nous menons, en apportant donc des preuves complémentaires, et nous l'espérons en apportant aussi des éléments de preuve sur la mise en œuvre des projets, puisque là on passe de 2016 à 2021, 2022, donc on a des familles qui ont pu concevoir et mettre en œuvre le projet. Donc on espère bien
avoir des éléments complémentaires. Donc, voilà, j'y vais par petites touches face à plein de résultats. Bien évidemment, on pourra répondre aux questions et surtout, je vous donnerai des liens vers des documents, des schémas qui complètent. Concernant l'environnement, dans les combien 4, 5, 6, 3 minutes qui restent, le premier élément qui est important, c'est une amélioration de la circulation de l'information. C'est vrai que très souvent, en fait, nos dispositifs sont dans des logiques très tubulaires. L'école, c'est le monde de l'école, il est à la fois très fermé et puis il communique très peu avec le soin. C'est la même chose pour le soin, c'est la même chose pour les loisirs, etc. Et donc, en fait, en donnant aux familles toutes les informations, les APPV agissent aussi comme passeurs de frontières, je dirais comme ça. C'est-à-dire, en fait, elles permettent effectivement de concevoir, de faciliter la construction d'un projet plus cohérent. Et donc, dans ce contexte-là, de permettre aux familles de prendre leur place de partenaires. Puisqu'évidemment, enfin, tous ceux qui ont un peu l'habitude, ne serait-ce que des ESS qui viennent d'être évoqués, savent bien que quand les familles ne sont pas informées, ce qui est le cas le plus souvent, malheureusement, elles n'ont pas eu accès aux informations avant les réunions, elles arrivent et la réunion se passe en fournissant de l'information et pas du tout pour ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire un espace de co-construction du projet. Donc, en fait, voilà. Grâce à cette action préalable des APPV, les familles arrivent dans les réunions avec le même niveau d'information que les professionnels et prennent leur place de partenaire. Ça veut dire que, effectivement, c'est mon troisième point dans la diapo, l'APPV impose la prise en compte du temps de la famille. Et on l'a écrit comme ça, c'est un peu pompeux. Hein. Patricia est capable de beaucoup de choses, mais je suis en train de dire qu'elle est capable d'accélérer et de ralentir le temps. C'est un peu ça quand même. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit qu'une réunion ne sera pas suffisante pour avoir les informations ou travailler suffisamment pour la famille, eh bien les APPV vont anticiper cette réunion, travailler avec les familles, prendre le temps qu'il faut pour que les familles arrivent informées et soit en fait resynchronisé avec le temps des professionnels qui, eux, effectivement, ont aussi leur procédure et leur propre calendrier, leurs propres contraintes. Donc ça, on trouve ça extrêmement intéressant parce qu'évidemment, on pourrait simplement aider la famille à s'opposer, à exiger, mais c'est pas comme ça qu'on construit ensemble. Ça a été dit tout à l'heure encore. Et donc là, en fait, on voit bien que on peut permettre à la famille d'agir, ne serait-ce que reprenons le terme d'autodétermination avec toute cette complexité, sans pour autant être dans une logique d'affrontement, au moins dans un premier temps, avec les professionnels, simplement en rentrant dans leur temporalité, dans leur logique. Voilà. Donc, on a commencé à publier des articles. Par ailleurs, il y a les documents édités par Nexem, pour lesquels je vous enverrai les liens. Et on espère assez rapidement le premier article, la Mérini, Pironon, etc., qui va sortir dans quelques mois et décrit bien le métier d'APPV. Donc, j'espère qu'il pourra vous être communiqué rapidement. Voilà pour cette présentation un peu rapide, j'en conviens. Merci Serge. C'était une présentation synthétique. Exactement.
Je me permets du coup de prendre la parole pour synthétiser plusieurs questions qui ont eu lieu dans l'onglet qui est prévu pour. Il y a notamment deux questions qui concernent le métier d'APPV, qui concernent le public cible. C'est l'APV n'aide que les familles et dans le même registre, on parle beaucoup du rôle de l'APPV auprès des familles. Combien de jeunes en situation de handicap ont fait appel eux-mêmes à l'APPV? Donc la première question, c'est est-ce que l'APPV s'adresse qu'aux familles ou est-ce qu'il s'adresse aussi aux personnes? Et puis, est-ce qu'il y a des jeunes en situation de handicap qui ont fait appel eux-mêmes à l'APPV? En tout cas, bon, la question s'adresse essentiellement à Patricia. En tout cas, dans ton expérience, et puis on pourra ensuite donner quelques éléments de contexte très rapidement par rapport au déploiement de l'APV en Nouvelle-Aquitaine, parce que les choses ont beaucoup changé depuis un an. Alors, ça s'adresse pas qu'aux enfants, ni aux familles. Moi, dans les personnes que je soutiens, j'ai une grande partie d'ailleurs d'adultes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup distrait en parlant de famille et d'enfants parce que voilà, je témoigne avec Ariane. Mais j'ai essayé de donner l'exemple tout à l'heure d'adultes qui doivent prendre la parole pour présenter leur projet lors de réunions, par exemple. Donc on a beaucoup d'adultes. Après, au niveau des chiffres, en effet, je sais pas. Des adultes qui nous ont sollicité tout seuls d'eux-mêmes, il y en a certainement. Moi, je crois que j'en ai un. La plupart du temps, c'est vrai qu'ils sont accompagnés par leurs proches aidants. Donc la famille, le tuteur, le frère, la sœur, voilà, on les a plutôt dans ça se passe plutôt comme ça, la prise de contact. Merci Patricia. On peut juste rappeler, on va vous mettre le lien dans le chat sur le déploiement en Nouvelle-Aquitaine, mais depuis l'appel à candidature à RS Nouvelle-Aquitaine, le déploiement APV est ouvert à toutes les personnes et familles concernées par le handicap, quel que soit le handicap et quel que soit leur âge. On répète souvent que le maître, le décisionnaire ou la décisionnaire du projet de vie, c'est la maîtrise d'ouvrage, et la maîtrise d'ouvrage, elle renvoie à la définition juridique. Donc, si c'est une personne majeure, c'est la personne qui est maître de son projet, et si elle est avec sa famille, parce que mineur, c'est les parents et la personne, si elle a une tutelle, si elle a des proches aidants, si voilà, on est dans une approche systémique en fait pour construire son projet de vie, mais le décisionnaire, c'est la définition juridique de qui est en capacité là de prendre la décision. Ça veut pas dire qu'on est seul tout le temps. Ça veut pas dire que, bien au contraire, on travaille toujours dans ce système équitable de coopération et dans le choix de avec qui on veut construire son projet de vie. Donc, ça peut être un proche aidant, ça peut être un frère, ça peut être un oncle. Voilà, on est dans cette construction-là. Et encore une fois, là, effectivement, c'est Patricia qui témoigne, pardon. On a hâte, nous, dans le cadre du déploiement APV Nouvelle-Aquitaine, de pouvoir évaluer l'ensemble de l'activité des dispositifs APV de Nouvelle-Aquitaine, qui du coup explorent encore plus l'accès à l'APV avec de nouveaux handicaps, et de voir un peu concrètement en nombre qu'est-ce que ça fait et qui sollicite l'APV. Voilà, donc c'est une expérimentation en cours. Tout à l'heure, Eric parlait d'essayer. Voilà, c'est ces essais qui vont nous en dire plus sur qui sollicite l'APV dans le cadre de ce déploiement en Nouvelle-Aquitaine. On avait une autre question aussi sur métier encore, Patricia, je pense. Peut-être Serge aussi pour ajouter quelque chose, mais est-ce que l'APV est une forme de coaching? Et puis aussi, finalement, comment comment tu évalues entre guillemets, Patricia, je le mets entre guillemets parce que je sais que tu n'aimes pas ce terme, mais c'est une question un peu provocatrice. Comment tu évalues qu'une famille peut agir seule? Comment tu
Tu peux aider, tu peux soutenir sans te substituer à la famille. En gros, à quel moment vous vous effacez? Voilà. Alors, pour répondre déjà au coaching, c'est vrai que c'est un peu ce qui transpirait dans nos échanges tout à l'heure, enfin, dans notre témoignage. Je ne sais pas si je pourrais mettre ce mot-là de coaching, mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai l'impression d'être là pour un peu booster, je pense à une maman qui le définissait un peu comme ça, en fait, la PPV. Quand je suis arrivée, c'était un moment aussi assez délicat, assez difficile, où elle avait plus vraiment l'énergie elle avait envie, mais voilà, ça se faisait pas. Et donc, on avait convenu, on se voyait tous les 15 jours, et entre chaque rendez-vous, on disait, bon, bah, pour la prochaine fois, on se donne ça et ça à faire. Donc, Patricia fait ça, la maman fait ça. Et du coup, c'est vrai qu'elle, ce qu'elle dit, c'est que ça l'a reboosté, en fait. Ça l'a redynamisé, et petit à petit, elle a repris les rênes, et nos rendez-vous se sont espacés, et elle a plus eu besoin, en fait, qu'on se donne un petit peu cette petite feuille de route. Donc, voilà. Coaching, peut-être, je sais pas si c'est vraiment ça le mot, je sais pas quelle est la définition exacte de ce mot-là, mais ça y ressemble un petit peu, ouais, par moment. Mais à certains moments, pas tout au long du parcours. Et concernant la deuxième question, voilà, comment évaluer qu'une famille peut agir seule? Alors en effet, j'aime pas ce mot-là, le mot évaluation, parce qu'on fait pas de l'évaluation, mais en fait, on va en parler ensemble. Moi, j'évalue rien. On est beaucoup, alors je dis je, mais je peux parler au nom de mes collègues aussi. On est assez transparent, en fait. J'ai le sentiment de faire équipe, en fait, avec la famille ou avec la personne en situation de handicap. Donc on échange, on se met d'accord sur voilà, là, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voulez faire. Et donc c'est la famille ou la personne qui va me dire, bon bah là c'est bon, là je gère, ou au contraire, bon bah là j'aurais besoin d'un petit peu d'aide, je sais pas trop. Donc voilà, ça va se faire comme ça. Et comment aider sans se substituer? Mais c'est pareil, ça se discute, en fait, ça s'échange. On a toujours en tête que voilà, l'idée c'est que ce soit bien la personne, sa famille qui pilote le projet, qui puisse être vraiment acteur. Donc voilà, c'est une petite voix qu'on a dans la tête, je ne sais pas, voilà, ça fait partie de notre posture, en fait, complètement. Voilà. Est-ce que je peux ajouter un mot? Bien sûr. Oui, pour aller dans le sens de Patricia, on voit bien que c'est un métier. Que c'est un métier qui rencontre à la fois les problématiques de l'accompagnement, puisque bien sûr, quels que soient les métiers de l'humain, accompagner, ça peut être derrière la personne, être dans son ombre, la pousser en avant, ou être devant la personne, la guider, l'orienter, etc. Et évidemment, ces problématiques traversent le métier d'APPV, avec cette contrainte qui est effectivement d'aider sans induire. Donc, nous, ce qu'on a vu, pour pas prendre trop de temps, c'est que c'est un métier qui nécessite, y compris de concevoir ces outils, parce qu'on comprend bien que certaines familles vont vouloir avoir toutes les informations, y compris à la source, à partir des textes, à partir des documents officiels, etc. Et d'autres familles tireront plus profit d'outils médiatisés, y compris construits en FALC, en facile à lire et à comprendre. Et donc, il y a toute cette intelligence au travail des APPV qui est de fournir l'information dans la bonne forme et avec le bon niveau de précision pour permettre aux familles de choisir. Donc voilà, c'est un métier d'ingénieur, en fait, au sens où la PPV construit ses outils en fonction de son contexte d'exercice. Ok, merci. Marie, une dernière question? Ou je la pose? Vous pouvez la poser, Jean-Paul, Ben allez-y. oui, ben, comme vous voulez. Bon, c'était une question à Serge. Et il accompagne l'expérimentation depuis le début. Je sais pas combien, je dirais 6 ans. Il accompagne l'expérimentation depuis le début. Quelles sont les évolutions que tu as pu constater sur l'évolution du métier? Est-ce qu'il y a une évolution du métier? Est-ce qu'il y a une évolution du champ d'intervention, etc.? C'est une belle question. Évidemment, le métier, quand on a commencé à l'observer, il était fragile.
Il se construisait. Donc pour nous, c'était extrêmement intéressant parce qu'évidemment, on préfère faire des films que des photos. C'est-à-dire comprendre les dynamiques, qu'est-ce qui fait que face à des difficultés, on arrive à repérer des dilemmes. Si je reprends ce qui a été discuté il y a quelques minutes, c'est bien facile. On est dit d'accompagner la famille, mais c'est pour le projet de l'enfant. Et il se trouve que l'enfant, il a 17 ans et son projet, c'est pas le projet que la famille a pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Compliqué, ou pas. Si après on développe effectivement une expertise professionnelle qui fait qu'on sort du dilemme en disant oui, mais nous on n'est pas là pour rentrer dans les problématiques de la famille. On est là pour donner de l'information aux personnes comme aux parents, comme aux autres accompagnants, comme à la fratrie et construire ensemble. Donc voilà, on a vu en fait des dilemmes présents au début se résoudre petit à petit sur qui est-ce qu'on accompagne, sur aussi la question de la transformation de l'environnement. Évidemment, beaucoup de familles ont envie d'avoir une réponse rapide. Et de notre côté, quelquefois, le projet idéal va nécessiter un peu de temps. Il va falloir que les dispositifs bougent, peut-être même les créer, etc. Donc, est-ce qu'on accompagne pour du court terme ou pour du long terme? Là aussi, on a vu la professionnalité avancer et voir des APPV trouver des réponses à court terme, parce qu'il faut bien effectivement avoir une réponse, et puis penser un projet à plus long terme. Voilà, on pourrait en parler longtemps. Pour terminer, un des éléments les plus récents qui, moi, me semble extrêmement intéressant, c'est de se demander finalement si dans toute cette complexité, cette systémie dont parlait Marie tout à l'heure, si on n'est pas finalement dans ce que les APPV nous ont dit en juin, c'est-à-dire on passe d'un accompagnement des personnes à un accompagnement du projet. C'est-à-dire que l'APPV devient un partenaire qui va aider la famille à faire avancer le projet dans quelque chose qui est finalement un travail en intermétier ou interpersonnel, où la PPV va aussi être amenée à rencontrer, ne serait-ce que pour avoir l'information, des coordonnateurs, des enseignants référents qui sont un peu des coordonnateurs, des professionnels du soin, de l'école, etc. Et donc, on voit se construire en fait des systèmes complexes dans lesquels la PPV joue un rôle finalement d'acteur d'intermédiaire qui va aider à mettre en relation, à faire du lien, à expliciter, à co-construire l'ensemble des projets voulus par les familles. Ok, merci. Merci pour Est-ce que les intervenants ont quelque chose à ajouter? Bon. Merci. Donc, je sais pas, Marie, il me revient de parler du prochain webinaire. Ouais. Et vous laissez conclure, c'est ça? Donc, le prochain webinaire, le 16 novembre, sur la question des droits, handicap, la question des droits. En gros, quelle est l'action de la PPV pour que la famille, la personne fasse valoir les droits? Y a-t-il un droit spécifique? Et qu'est-ce que l'approche par les droits dont parle beaucoup le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU qui a rendu un rapport disant que la France n'avait pas suffisamment une approche par les droits. Donc, on en parle le 16 novembre. Merci Jean-Paul. On va conclure ce webinaire ô combien inspirant et qui a articulé la théorie, la pratique, le métier, le vécu de famille. Merci pour toutes vos questions. Moi, je retiens qu'on a beaucoup parlé de la temporalité de l'action de la PPV, que tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Que l'estime de soi dont a parlé Eric, les essais
les essais pour s'autodéterminer et pour développer son pouvoir d'agir progressivement font beaucoup écho aux pistes d'action que les familles et les personnes expérimentent progressivement pour mettre en œuvre leur projet de vie, pour voir comment ça fonctionne, si ça fonctionne et avec quelles ressources elles vont pouvoir le faire. Et c'est important, je pense, de se rappeler de cette temporalité, de cette longue temporalité qui peut se mettre en place ou qui peut être plus courte selon les personnes et les familles concernées, et comment la PPV, Serge le disait, va venir accélérer ou un peu ralentir le temps ou permettre que le temps se pose et que on ait le temps d'exprimer et de construire son projet. Et c'est aussi une des spécificités de la PPV, c'est ce temps, ce temps d'intervention qui n'a pas de durée, qui n'a pas de fréquence récurrente et qui s'adapte aux envies et aux sollicitations des personnes et des familles, et donc qui vient renforcer la demande et qui vient progressivement redonner, réassurer la place aux décisionnaires et réassurer ce rôle de pilote, ce rôle de capitaine. On aime bien avoir ces visuels-là, nous, en tête quand on parle de l'APV. Reprendre les rênes, reprendre le cap de son bateau, parce qu'on part jamais de zéro, on part déjà de choses qui préexistent, et puis au fur et à mesure, on remet un peu d'essence, on remet un peu d'énergie, et puis on expérimente, on progresse. Donc voilà ce que je retiens moi de ce webinaire. Merci à toutes et tous pour votre participation. On l'a dit plein de fois dans le chat, on va vous envoyer les liens vers les documents des intervenants. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter en direct. Vous l'avez déjà fait pour les autres webinaires. Si vous avez besoin d'informations, notamment les contacts des dispositifs APV sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Moi, pour ma part, je suis ravie d'avoir passé ce temps avec vous. J'étais accompagnée par une équipe technique qui me rejoint derrière. Comme d'habitude, c'est la photo traditionnelle de l'équipe technique. Je suis avec Christophe Lécuyer ce soir et Jean-François Lac, voilà, qui m'ont prêté main forte pour répondre à vos questions et gérer la régie technique. Merci encore une nouvelle fois à nos intervenantes et à nos intervenants. Le replay sera en ligne dès que j'aurai cliqué sur le bouton terminer l'événement. Que vous soyez participant ou que vous soyez juste inscrit, vous avez accès à ce replay, et dans quelques jours, ce sera sur notre chaîne YouTube. Je vous dis bonne soirée et rendez-vous le 16 novembre. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.